sur la table ronde numéro 2, qui s'intitule La transparence de l'action publique, garantie démocratique. Elle commencera à 15 heures. Avant de commencer et de laisser la parole à nos chers conférenciers, je vous invite à répondre à des questions via le lien qui va apparaître dans le chat. Les résultats s'afficheront directement à l'écran. Donc merci à toutes et à tous d'être présents et je vous souhaite une bonne table ronde. Donc pour cette première question, oui tout à fait. Voilà, n'hésitez pas à répondre à cette question. Donc encore une fois, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à la Policy Conference. Aujourd'hui, on se retrouve sur la table ronde numéro 2 qui s'intitule La transparence de l'action publique, garantie démocratique. Elle commencera à 15 heures. Alors avant de laisser la place à nos chers conférenciers, je vous invite à répondre à deux questions via le lien qui va s'apparaître dans le chat. Voilà, donc merci à tous d'être présents et présentes et je vous souhaite une bonne table ronde. Répondre aux questions, je ne sais pas s'il y a plus de participants, mais je vais changer de question. Donc, je vous invite à répondre à la seconde question qui va s'apparaître bientôt sur le lien suivant. La table commence à 15 heures et avant de commencer, voilà, comme brise-glace, je vous propose de répondre à cette question. La transparence de l'action publique peut-elle être une garantie démocratique, qui est l'intitulé de cette table ronde d'aujourd'hui. Alors, dernier appel pour répondre aux questions. Bonjour et bienvenue à tous qui viendraient d'arriver à la Policy Conference. Aujourd'hui, on se retrouve pour la table ronde numéro 2 qui s'intitule La transparence dans l'action publique, garantie démocratique. Elle va commencer à 15 heures, donc vraiment, c'est imminent. Avant de commencer, je vous invite à répondre très rapidement à la question qui va apparaître sous le lien suivant. Cette question, c'est l'intitulé finalement de la table. La transparence de l'action publique peut-elle être une garantie démocratique? Voilà, merci d'être présent. Bonne table ronde à vous. Bonjour à tous, nous allons commencer la Policy Conférence. Je vais arrêter le partage et je vous propose, pour plus de confort, de changer votre mode de vue afin de voir la personne qui parle seulement et non pas toutes les miniatures. Vous pouvez voir en haut à droite de votre écran un petit sigle et qui vous permet de changer en fait l'affichage soit en interlocuteur actif et miniature, soit en interlocuteur actif. Je vous souhaite une bonne Policy Conférence et je laisse la parole à notre modérateur, Luther Kenum. Merci Chloé. Bonjour à tous. Donc on va passer 2 heures ensemble autour de cette question, la transparence de l'action publique. Est-ce que c'est une garantie démocratique? Alors moi je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Luther Kenum, je suis designer et je travaille du coup à la métropole européenne de Lille, où je suis en charge d'un laboratoire de politique publique. On va peut-être faire un petit tour de table et présenter les différents intervenants que nous avons. Je crois qu'on peut commencer par Geoffrey Dorme. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bien sûr, donc je m'appelle Geoffrey Dorne, je suis designer indépendant depuis 16 ans maintenant. Je réalise plein de formes de projets design, du numérique, des images, du tangible, enfin plein de choses très différentes. Et je suis engagé sur des questions environnementales, sociales, par rapport aux réfugiés, par rapport aux jeunes qui sont dans la galère, par rapport à plein de thématiques qui me tiennent à cœur et j'essaye de mettre en œuvre mon savoir-faire et mes compétences de designer pour ces missions, pour ces causes, qui sont, d'intérêt, social et public. Merci. On a ensuite Johan Olivier. Bonjour à tous, donc je m'appelle Yoann Olivier, je suis un des cofondateurs d'une agence qui s'appelle Vraiment Vraiment, qui est une agence qui fait du design des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on utilise les compétences du design pour accompagner des collectivités territoriales principalement, mais aussi des services de l'État, dans la conception, l'amélioration et l'invention de nouveaux services publics. Super. Et enfin, nous avons Frédéric Lemarchand. Écologique, l'aménagement du territoire
Et j'ai commis il y a quelques années, dans le cadre d'une thèse que j'encadrais sur secret militaire et démographie, un travail de réflexion sur, au fond, le secret, la transparence et la question de la confiance. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est qu'on va avoir 2 heures ensemble, effectivement, pour parler de ce sujet qui, à mon avis, est assez vaste. Pour commencer, alors, on va peut-être parler peut-être plus précisément du sujet, mais pour commencer, peut-être rapidement un aperçu de la façon dont la séance peut se dérouler. On va peut-être commencer par discuter un petit peu des termes et puis ensuite essayer aussi de raccrocher ce sujet d'une certaine façon à ce que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire la crise sanitaire, qui peut du coup aussi permettre d'être très très concret dans ce qu'on va aborder, dans ce qu'on va traiter. Alors sur ce sujet, la transparence de l'action publique, alors moi je suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors la transparence, est-ce qu'on imagine que c'est vraiment une vertu du coup, qui va s'opposer peut-être à l'opacité, au secret, qui sont finalement assez criminels, j'ai presque envie de dire. Geoffrey, est-ce que tu peux peut-être commencer par t'exprimer sur ce sujet-là? Est-ce que la transparence du coup c'est voilà, c'est une vertu pour toi, c'est quelque chose de systématiquement positif? Alors J'imagine que oui. c'est une bonne question, je vous remercie de la poser. Alors j'aurais tendance à dire qu'il y a pas un type de transparence, il y a pas une transparence, dans le sens où, on parle, par exemple, quand on parle de logiciels, d'outils et cetera qui seraient ouverts, on peut lire le code, ils sont transparents quelque part, on peut aller, à leur rencontre au niveau du code, au niveau de leur texte, au niveau de ce qu'ils permettent, d'afficher. Quand on va sur, le site du gouvernement, data.gouv.fr, on a accès à plein de contenus, plein de tableaux, donc c'est une espèce de forme de transparence de l'État. Par contre, tout ça, il faut savoir l'interpréter, il faut savoir le comprendre. Moi, je suis pas capable de lire du code, transparent, parfois c'est trop abstrait pour moi. Je suis pas capable d'interpréter les tableaux Excel que le gouvernement met sur, sa plateforme, data.gouv.fr parce qu'il y a des choses qui dépassent réellement, mon entendement et ma compréhension et donc qu'est-ce que c'est que la transparence? Et après, est-ce que moi j'ai envie que ma vie soit transparente aux yeux du public, aux yeux de tout le monde? Pas forcément, j'ai une vie privée, tout le monde a une vie privée. Donc en fait, je pense que déjà il faut arriver à se mettre, d'accord sur la définition même de transparence, et comment on l'adapte en fonction des différents sujets. Là, on parlait de la transparence de l'action publique, donc ça, c'est déjà encore autre chose. Comment l'action publique peut être transparente? Si oui, est-ce que c'est juste une façon pour elle de donner, de rendre des comptes, de donner son contenu, ses comptes au sens propre du terme, pour que chaque citoyen puisse l'analyser? Ou est-ce que c'est aussi accompagné de façon, pédagogue, de façon intelligible, ce qu'elle rend transparent? Donc ça, c'est pour moi, c'est un des 1ers points, qui serait important à traiter, c'est, qu'il y a pas une seule définition de la transparence et ensuite c'est, rendre transparent, c'est bien, mais comment on le fait? Et jusqu'où on le fait et pour qui on le fait aussi. D'accord. Est-ce que Frédéric, vous avez aussi du coup un peu le même avis? Alors, parler de transparence, évidemment, c'est pas très aisé parce que la transparence fait partie de ces mots valises comme résilience, comme même démocratie aujourd'hui, qui sont tellement polysémiques qu'ils ne veulent plus rien dire. Et à vrai dire, j'ai jamais été à l'aise avec cette forme de conception, en tout cas, de traduction esthétique de questions politiques. Pourtant, j'ai beaucoup travaillé sur l'accès aux données. J'y reviendrai tout à l'heure, en particulier sur la question donc des OGM, et j'ai cofondé avec Corinne Lepage et quelques amis une association pour rendre accessible une information notamment protégée par du secret industriel sur les OGM, les pesticides, etc. Mais en réfléchissant sur cette question de transparence dans le cadre du travail que j'ai cité tout à l'heure, sur le secret, il est évident que j'en étais amené à considérer que c'était pas forcément un bien ou en tout cas une vertu a priori, que produire du cachet, produire du secret, c'est aussi essentiel à la vie de l'individu qu'à la vie politique, et que le tout transparent, comme je l'avais rappelé dans nos entretiens préalables, c'était le fantasme des totalitarismes, c'est-à-dire de percer le secret de la conscience et de rendre tout accessible à celui qui contrôle. Donc je pense que dans l'exercice du regard, puisqu'on est quand même dans une catégorie esthétique, la transparence c'est ce qui laisse passer la lumière et qui est au fait invisible. La question c'est qui regarde,
et qu'est-ce qui est observé. Et à partir de là, on a tout un jeu de miroirs complexe qui fait que est-ce que c'est l'État qui comment dire, regarde le citoyen, est-ce que c'est le citoyen qui regarde les affaires publiques, les affaires de l'État, etc. Donc ce mot de transparence, on y reviendra, mais je pense qu'il n'est pas facilement adapté au type de questions qu'on est amené à se poser quand on réfléchit sur la question de la démocratie. Voilà, donc ce sera ma première intervention. Je pense que c'est un mot qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. On peut le discuter, et c'est un petit peu l'idée d'aujourd'hui, de partir de cette idée de transparence pour accéder peut-être à d'autres questions qui sont des questions fondamentales. Mais je pense que voilà, c'est un mot qui est tout à fait inadapté aux questions qu'on souhaite aborder quand on traite des questions démocratiques. Et selon vous, quel mot il faudrait employer du coup à la place? Je préfère des formules comme l'accès à l'information, la publicité, rendre public. La frontière entre le domaine privé et le domaine public est une question problématique aujourd'hui. Elle l'est pour les architectes, les urbanistes, les citoyens. Livrer ces données sur Internet, ces données privées, même intimes, c'est une question, je trouve, sociologiquement essentielle dans une époque où qui n'est pas la seule contradictoire, mais enfin la nôtre l'est particulièrement. On veut absolument protéger l'intimité, la vie privée en mettant en place des dispositifs plus ou moins complexes et plus ou moins applicables de législatifs pour protéger les données privées, ce qui fait qu'aujourd'hui, même des jeunes sociologues n'ont même plus accès au terrain tellement on protège la vie privée et les données personnelles, et en même temps, des citoyens par millions, par milliards dans le monde livrent leur vie privée, non seulement sur Internet, mais par l'usage simplement d'une carte bleue, d'une carte vitale, d'une carte d'accès, enfin tous ces dispositifs d'accès codés qui permettent de tracer au fond nos vies privées, nos modes de vie de manière beaucoup plus efficace que ce que n'importe quelle police peut le faire. Enfin, d'ailleurs, la police utilise ces mêmes moyens aujourd'hui pour disons, surveiller au mieux et au pire contrôler la vie privée. Donc voilà, ça fait partie des questions, je pense, sur lesquelles il faudra revenir aujourd'hui, et cette espèce de paradoxe sociétal, qui serait à la fois le désir d'être exposé, d'exister au sens de sortir de soi-même et d'arriver dans l'espace public par des moyens un peu nouveaux. Je veux dire, autrefois, on descendait dans la rue, on s'exposait dans des lieux publics, des agoras. Aujourd'hui, c'est beaucoup les réseaux sociaux qui permettent cette exposition de soi, y compris pour rencontrer l'autre, pour essayer de bâtir même une vie commune. C'est quand même assez complexe. Mais dans un même temps, jamais autant on a essayé de préserver la vie privée. Donc voilà, je voudrais qu'on reparte aussi à un moment donné de ce paradoxe et de voir un petit peu ce que l'on peut en faire. Bon, on a de quoi s'occuper du coup pendant 2 heures. Est-ce que Johan, vous avez aussi peut-être un petit mot à ajouter à ce préambule? Peut-être une question d'usage. En fait, en tant que designer, on va beaucoup se poser la question de la manière dont certains concepts politiques sont utilisés côté citoyen ou côté agent public. Et en fait, une des questions avec la transparence, c'est la question de l'usage qu'on va en faire. Et on peut le traiter sous différents angles. Est-ce que déjà, on sait être transparent côté action publique? Est-ce qu'on sait le faire? Est-ce que il y a la connaissance en interne de manière à rendre transparentes certaines informations? Et est-ce qu'on a le savoir réel d'exploitation, d'information, de traitement? C'est une question qui peut se poser fondamentalement quand les questions de traitement de données sont sans doute pas aussi développées qu'on peut le voir dans d'autres secteurs d'activité. Il y a une deuxième question qui va être une discussion de pouvoir. Est-ce qu'on peut techniquement avoir accès à une transparence sur certains sujets? En France, il y a plein de garde-fous. Il y a plein il y a des garde-fous techniques. C'est souvent les données existent mais ne sont pas forcément accessibles aux collectivités territoriales, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de le capter, soit parce que légalement, c'est pas autorisé. Enfin, la CNIL joue encore un rôle assez important de vigilance quant à la façon dont on va utiliser les données dans l'action publique, et ce qui fait que non, on peut pas croiser tout avec n'importe quoi. Il y a un ensemble de garde-fous légaux qui ont déjà été mis en place pour encadrer ces questions-là. Et puis, une fois qu'on s'est posé la question de est-ce qu'on sait le faire, est-ce qu'on peut le faire, on peut se poser la question de est-ce qu'on veut le faire. Et c'est là où il y a une question qui est fondamentale et qui est intéressante sur la question de l'action publique, c'est qu'en tant qu'agent public, les servants de l'État sont les servants de l'État, et qu'en fait, ils ont une vocation à suivre un ensemble de directives qui leur sont données, dans lesquelles la question de la volonté va pas forcément passer de la même façon.
Et on n'est pas comme dans une logique entrepreneuriale dans laquelle la volonté peut se poser de la même façon. Il y a une forme de devoir et de servance par rapport à l'intérêt général et à l'action publique qui reste un élément assez important par rapport à ça. Alors, dans certains cas, on voit des vraies volontés d'agents publics à vouloir faire de l'ouverture, mais ça va être beaucoup sur le fait d'avoir une logique assez vertueuse. C'est la création de communs, c'est la création d'outils qui sont ouverts. En fait, on va retrouver un ensemble de pratiques dans les pratiques du numérique ou dans les pratiques de la loi qui vont être très intéressants dans la manière de pouvoir rendre explicables les choses, de pouvoir les rendre lisibles. Mais je pense que l'enjeu qu'on va avoir autour de ça va être la question de est-ce qu'on veut et quelle est la volonté qu'on va mettre autour de ces questions. Parce que en fait, ça nous amène sur le dernier point. Est-ce qu'on doit rendre public? Est-ce qu'on doit la transparence? Est-ce que la transparence, c'est un devoir que l'action publique donne auprès des citoyens? Est-ce que c'est un devoir qu'on donne auprès auprès des politiques? C'est un devoir de transparence auprès des agents publics eux-mêmes? Parce qu'en fait, la transparence, ça va se poser à différents niveaux hiérarchiques, usage, lisibilité, explicabilité, qui vont être assez importants. D'accord. Et effectivement, dans ce qu'on a pu entendre là, on voit bien qu'il y a un rapport quand même entre la transparence et le pouvoir, la transparence et le contrôle. Et c'est vrai que dans le sujet qu'on traite autour de cette table ronde-là, on est tout de suite dans un rapport assez clair, en tout cas assez net, entre la transparence et la démocratie. D'après ce que vous disiez, Frédéric, il semble aussi qu'il y a un rapport assez franc aussi entre la transparence et le totalitarisme. Frédéric? Oui, tout autant qu'avec la démocratie. Alors, ça dépend. C'est pour ça que la question, elle est un peu tronquée à partir du moment où on entre par ce mot polysémique de transparence ou ce mot valise. Oui, j'ai reparlé de la question du totalitarisme parce que je pense que donc aujourd'hui, sous des formes technologiques, on a un certain nombre de questions qui se sont posées à travers l'histoire. En particulier dans le système soviétique que j'ai beaucoup étudié puisque j'ai passé 20 ans ou 25 ans de ma vie à réfléchir aux conséquences de Tchernobyl et j'ai beaucoup travaillé sur cette histoire-là et qu'aujourd'hui on a effectivement des formes de pouvoir un peu nouveaux qui sont des pouvoirs de contrôle. Je pense à la définition que donne Gilles Deleuze aux sociétés de contrôle. On n'est plus dans la surveillance des territoires, mais en gros, c'est celui qui maîtrise les flux aujourd'hui qui a le pouvoir. Les flux d'électrons, les flux d'informations, les flux humains, les flux de capitaux. Donc ce monde un peu rendu fluide, là, et liquide même, dirait le sociologue Bauman, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et donc la maîtrise des flux est devenue un enjeu capital et pour les pouvoirs déjà institués, donc les pouvoirs industriels, je pense aux GAFA, aux GAFAM, aux États qui font quand même leur grand retour avec la gestion de la Covid, mais aussi des formes de pouvoir politique, j'allais dire authentiquement démocratiques, qui sont ceux qui émanent aujourd'hui de la société civile. J'ai entendu parler tout de suite des communs, d'expériences. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est la science participative, c'est-à-dire, au fond, désincarcérer, faire sortir la science des sérails où elle est autorisée, c'est-à-dire des territoires de la recherche académique et officielle, pour que des citoyens ordinaires puissent, à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'une agglo, faire une enquête, participer à l'élaboration et l'élucidation même de leurs propres conditions de vie, et pourquoi pas mettre en œuvre ensuite forme de plus ou moins programmatique d'existence commune, de construction, de savoir, d'aménagement du territoire, d'organisation, d'économie, etc. Et donc dans ce cadre-là, il me semble que la question, elle a été soulevée tout de suite de la transparence de l'action publique, c'est-à-dire au fond la possibilité d'accéder à un certain nombre d'informations est une question assez essentielle. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des dispositifs d'opacification, on va dire, de l'action publique. Du côté aussi des industries, on a énormément de garde-fous, alors qu'on peut appeler secret, secret militaire, secret d'État, secret industriel, et qui fait que les citoyens demandent aujourd'hui des comptes sur un certain nombre de projets ou de types d'activités qui peuvent être, entre autres, des activités à risque. Je pense à celle-là en particulier parce que quelque chose de nouveau est apparu dans la société au tournant des années 2000 où des collectifs de citoyens commencent à demander des comptes. Donc c'est littéralement le régime de la responsabilité. On demande à des gens qui ont pris des décisions maintenant, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, de rendre des comptes à la collectivité sur les conséquences à moyen et à long terme de leur action.
Donc je pense à des décisions qui peuvent être le fait d'accepter des pesticides dans l'agriculture, des OGM, ou avoir procédé à tel type d'organisation de l'espace, la construction de la banlieue, etc. Donc aujourd'hui, tout ce qui a été vécu plus ou moins positivement dans l'urgence de la planification ou d'un certain nombre de décisions qui ont été prises dans des contextes qui pouvaient s'expliquer à l'époque, font problème aujourd'hui. Et ces questions-là, donc, deviennent des questions publiques. Voilà. Donc, je pense que la question de l'accès à l'information est une question absolument essentielle, puisqu'elle fait partie de la manière dont des gens vont pouvoir, je l'ai dit, enquêter sur leurs conditions de vie, pour pouvoir envisager ensuite de construire en commun. Alors, en commun, ça ne veut pas dire simplement dans une ZAD entre dissidents ou résistants, ça peut être aussi avec une communauté, avec une agglomération, avec des élus. Je n'aime pas trop ce mot, mais on va dire aujourd'hui co-construire, co-réaliser, envisager de nouvelles modalités d'action publique qui sont basées sur la confiance. Et c'est un mot que je voudrais introduire dès maintenant parce que je pense que c'est celui qui nous permettra qui peut être opposé au concept, au pseudo-concept de transparence, retrouver la confiance. J'y reviendrai tout à l'heure parce que j'ai aussi encore une cartouche contre la transparence, mais je la développerai tout à l'heure. Je pense que les enjeux de confiance sont des enjeux essentiels dans la manière d'envisager dans l'avenir les relations entre le public et le privé, c'est-à-dire au fond la société civile et l'État ou les collectivités. C'est vrai qu'à ce titre-là, quand on regarde la question de la confiance, il y a beaucoup de dispositifs de contrats communs qui vont être importants parce que justement, on ne va pas rentrer dans des questions de transparence. L'exemple qui est intéressant là-dessus, c'est par exemple, est-ce que en tant que citoyen, on doit savoir ce que l'on finance avec la sécurité sociale? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une sorte de traçabilité, de pouvoir rendre est-ce que la société doit nous rendre des comptes sur la façon dont, en fait, certains dispositifs permettent de remplir une forme de contrat et de soutien collectif où, en fait, de manière générale, on contribue sans avoir une visibilité si claire sur la façon dont ça fonctionne, mais qui permet de pouvoir arbitrer, poser des questions d'usage, de soins spécifiques et de ne pas avoir à directement dire que c'est tel cancer que j'ai financé avec. Est-ce qu'on est, enfin, je trouve que dans la question de la transparence dans l'action publique, il y a des choses, il y a des dispositifs qui existent comme la sécurité sociale, comme la retraite, qui fonctionnent parce qu'ils sont anonymisés et parce que c'est un fait collectif que de pouvoir faire quelque chose. Alors c'est pas fondamentalement de l'opacité, c'est plutôt une forme de contribution collective et qui va garantir une forme de conscience et de confiance par rapport au fonctionnement de l'action collective. D'accord. On voit bien effectivement là que encore une fois, hein, cette question de transparence, elle est pas si pas si simple et que c'est pas aussi manichéen que transparence égale vertu et secret égale quelque chose de négatif, ne serait-ce que si on parle effectivement de secret médical. Par rapport du coup à l'action publique, moi la question que j'ai envie de vous poser là, c'est de savoir du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux citoyens, qu'est-ce qu'on doit dire aux citoyens, le droit à l'information, l'accès à l'information, où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il doit s'arrêter? Parce qu'on parlait tout à l'heure, en tout cas Frédéric parlait tout à l'heure de secret défense, de secret d'État. Est-ce que ces deux choses-là doivent sauter sous le prétexte que tout doit être transparent? Est-ce que voilà, où est-ce qu'on met la limite finalement? Moi, j'ai un petit peu de mal à voir. Sur la question de cette limite, tout le monde a dû voir passer cette information ou qui est sortie dans la presse aujourd'hui, hein, sur les comptes truqués de la campagne de Jacques Chirac et de Balladur, où le Conseil constitutionnel a camouflé un petit peu ces comptes de campagne de 1995. Là, 25 ans plus tard, cette opacité devient transparente et tout à coup on a des révélations plus ou moins intéressantes. Également, donc ça pour moi c'est un fait d'actualité que je mettrai en miroir avec le retour de la loi Avia, que vous connaissez aussi sûrement, où on a le gouvernement qui cherche justement à censurer des contenus en ligne ou des sites internet carrément d'une façon administrative en disant que voilà, si un contenu est considéré comme haineux avec toute le flou que ça entraîne, on va pouvoir censurer du contenu. Et quand je mets ces deux faits d'actualité-là face à face, en fait, pour moi, la question de la transparence et la question de la démocratie, ça se cristallise. Dans le sens où on a des personnalités politiques qui utilisent l'opacité
pour faire des actions antidémocratiques, et on a des personnalités politiques qui utilisent à nouveau ce discours de la transparence, mais en l'occurrence pour aller pour tenir, on va dire, une action antidémocratique envers les citoyens. Je vous invite aussi à aller voir le documentaire de David Dufresne sur Un pays qui se tient sage, avec toutes les questions de l'opacité qui a lieu dans la sphère politique et notamment étatique, hein, voilà, avec toujours en miroir une volonté envers les citoyens, une pression envers les citoyens, à ce que eux soient transparents au niveau de leurs données, au niveau de leur contenu, au niveau de leur nom sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc j'ai l'impression que aujourd'hui a la possibilité d'être opaque, les riches et ceux qui ont du pouvoir, et doit être transparent, les pauvres et ceux qui n'en ont pas. Et c'est cette dissymétrie pour moi qui est même pas une question de transparence ou d'opacité, mais une question juste de démocratie et de rapport de force. Et avant même de questionner en effet l'action publique là-dedans, je pense que c'est d'abord avant tout une question de démocratie qu'il y a derrière sur est-ce qu'on peut et on est en mesure de demander plus de transparence à des acteurs publics, à un gouvernement, à des décisions publiques et politiques, et de justement assurer cette confidentialité, cette vie privée qu'on nous enlève petit à petit, autant par la politique que par le capitalisme de surveillance en général. On pourra revenir dessus. Et pour moi, c'est cette balance-là qui est en train de se déséquilibrer totalement, et qui est déjà déséquilibrée depuis longtemps, mais de plus en plus, parce que voilà, ça se déséquilibre avec le temps, évidemment. Cette balance-là, moi, qui me préoccupe beaucoup, et je me dis, voilà, il faut pouvoir aussi proposer des outils pour rééquilibrer cette balance. Sauf que c'est pas du tout dans l'intérêt de l'État de rééquilibrer cette balance, ni dans l'intérêt des marchands, des structures marchandes capitalistes, de rééquilibrer cette balance. Cette balance, elle est rééquilibrable que dans l'intérêt des citoyens. Et pour l'instant, j'imagine que c'est dans les mains aussi des citoyens, avec tout ce qu'ils sont capables de produire, que cette balance pourra être rééquilibrée. D'accord. J'ai l'impression qu'Yoann voulait dire quelque chose. Non, je réfléchis. Sur la question de la limite, telle que vous le décrivez, l'une des limites qui est importante, et ne serait-ce qu'en regardant cette question des révélations qui peuvent être faites sur des comptes de campagne, il y a une vraie question entre la disponibilité de données chiffrées, de comptes de campagne, ou de disponibilité de données numériques quand on a décidé de les ouvrir. Et l'une des limites qui va être importante, c'est la question juste de capacité en tant que telle, et des corps d'expertise qui vont être capables de lire cette technicité-là. Parce qu'en fait, malgré tout, quand on regarde cette révélation-là, c'est pas juste la disponibilité des comptes qui le rend possible. C'est le travail d'investigation, de recoupement, d'enquête qui vont permettre de faire ce genre de choses. Et en fait, je pense qu'il y a un élément qui va systématiquement être important, c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre aujourd'hui dans l'action publique de manière à permettre l'accessibilité, la jouabilité et l'exploitabilité des données qu'on propose. Parce qu'en fait, si on regarde massivement, par exemple, data.gouv.fr, il y a un grand nombre de chiffres ou de données qui sont extrêmement laborieux à utiliser, parce que pas formatés, avec des formats qui sont très différents les uns des autres, une très grande difficulté de recouper. Et donc, en fait, ça sous-entend systématiquement avoir une forme d'éducation à l'usage de la donnée, une éducation assez éclairée, de manière à pouvoir trier, comprendre et fonctionner. Et, et je suis d'accord avec Geoffrey sur cette question. On est sur un moment de grosse interrogation démocratique sur la question du des données, mais en fait, où sont les espaces démocratiques et éducatifs quant à l'usage de la donnée aujourd'hui? Il y a une vraie interrogation à poser là-dessus. Des journalistes, hein, entre les Macron Leaks, les Wikileaks, tout ce qu'on veut leaks qui sortent tout le temps avec des milliers et des milliers de lignes de tableaux Excel qui sont diffusés en ligne. Ça, en effet, il y a un gros travail de journalistes derrière. Je pense à Disclose, qui est Disclose.ngo, qui est un média indépendant. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, eux, ils travaillent là-dessus. Récemment, ils ont sorti, je crois hier ou avant-hier, un truc sur le lobby du lait, Lactalis, etc. Et après, on a aussi peut-être besoin des citoyens pour apprendre à se former entre nous sur comment analyser, croiser, interpréter des données. Ça s'est fait un petit peu pendant le Covid, où les gens ont récupéré des données, les données du gouvernement, les données des autres pays, les données pour essayer de les représenter. Et ça, c'est intéressant aussi d'essayer de représenter des données, parce qu'on peut, voilà, avec une même quantité de données, on peut faire dire beaucoup de choses. Et donc l'action de la représentation des données d'un point de vue public, c'est aussi un instrument de pouvoir. On pourra en parler aussi.
D'accord. Donc effectivement, oui. Frédéric, peut-être? Oui, alors ça suscite énormément de questions, hein, parce que tout ce que vous dites fait écho à des expériences que j'ai vécues, encore une fois, en travaillant sur notamment la question de la science citoyenne ou science participative. Pour prendre cet exemple simplement, je vais revenir une seconde sur la question des OGM, des pesticides. Je vais essayer d'être court, mais vous raconter un peu ce qu'on a vécu depuis 20 ans au CRIGEN avec mes collègues, notamment biologistes. C'est qu'il y a aussi des effets comment dire, j'allais dire, de fausse transparence. C'est-à-dire que on peut instrumentaliser la science, et ça, nous l'avons d'une certaine manière démontré. Les grandes industries aujourd'hui, agroalimentaires, génétiques, pharmaceutiques, ont depuis les années 60, depuis en gros Philip Morris et la question du tabac aux États-Unis, ont pénétré les revues scientifiques et les agences sanitaires. C'est très compliqué. L'agence européenne, par exemple, aujourd'hui, est noyautée par des lobbyistes. Comme Bill Gates aujourd'hui, c'est pour ainsi dire payer l'OMS. Voilà, on a aujourd'hui des transferts de fonds entre le privé et ces agences publiques qui sont très problématiques et qui doivent faire l'objet justement d'un examen attentif pour peu qu'on ait l'information. Mais donc ces agences sur lesquelles repose au fond la confiance. Je veux dire, quand on met un médicament sur le marché, quand on met une substance toxique sur le marché aujourd'hui, on est censé être protégé par ces agences d'experts, d'expertise, dont les membres vont justement mettre leurs compétences et leur savoir au service de la santé publique. On ne va pas demander à chaque citoyen, bon, j'anticipe un peu sur la question que je voulais soulever tout à l'heure, mais on ne peut pas demander à chaque citoyen d'être un expert en tout. Et cet idéal de transparence, je vois bien aujourd'hui quand je reçois maintenant une facture d'eau, on me rendait compte, sans que j'en ai demandé, même sur l'usage, vous voyez, et toutes les collectivités publient, les départements, les régions, un état des lieux de leurs dépenses publiques. Enfin, il y a une sorte d'exposition et de mise en scène de ce qu'on appellerait donc là, entre nous, une transparence aujourd'hui. Mais quand il s'agit, par exemple, des données sensibles industrielles sur les OGM et les pesticides, je vous assure qu'on a affaire à une entreprise, comme pour le nucléaire sur lequel j'ai travaillé pendant 30 ans, de mensonges, de dissimulation absolument éhontées. Pour ne prendre qu'un exemple, l'herbicide le plus vendu dans le monde, le Roundup, qui est un pesticide en fait complet, Roundup, c'est une formule de 50 produits, une molécule qu'on appelle le glyphosate, sur lequel on a beaucoup débattu dans la presse, mais autour, il y a une cinquantaine de produits, de molécules qu'on appelle des surfactants, et qui sont jusqu'à 1000 fois plus toxiques que la molécule princeps. Et ça, ce n'est pas examiné par les agences, puisque la mise sur le marché repose uniquement sur l'examen des effets de la molécule glyphosate. Vous voyez, donc c'est quand même une supercherie scientifique absolument colossale, et à la clé, vous avez des centaines de milliers, voire des millions de cancers. Parce que cette agriculture, elle est développée absolument partout dans le monde, aux États-Unis, en Inde, en Europe, et nous en consommons plus que de raison de ces produits qui sont des véritables poisons pour la santé, qu'on appelle aussi perturbateurs endocriniens, cancérigènes, cancérogènes, reprotoxiques, etc. Donc vous voyez, et je pourrais prendre une dizaine d'exemples comme cela. La science, donc, répond à un idéal d'émancipation de la connaissance, de clarification des enjeux, etc. C'est né il y a quelques siècles, ce projet de science moderne est aujourd'hui instrumentalisé. Donc c'est un instrument de production de connaissances soi-disant objectif qui permettrait de prendre des décisions en raison, etc. et qui est en fait complètement opacifié. Donc voilà, j'attire votre attention là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut produire des effets de discours sur la publicité, la mise en scène de la transparence, qui cachent en fait des pratiques, mais encore faut-il enquêter, des pratiques de dissimulation, d'opacification, d'enjeux, qui relèvent effectivement toujours un peu des mêmes questions, soit de la puissance des États, soit du marché. Et là, j'ai cité les OGM, l'agriculture, c'est le premier marché mondial. Quand on est pauvre, on a encore cette nécessité de manger. C'est 4 000 milliards de dollars par an. Vous voyez, donc voilà. Et je pourrais prendre encore bien des exemples de cet acabit. Donc voilà, la question démocratique, à mon sens, elle est là. C'est celle des rapports de force entre les organisations du pouvoir aujourd'hui qui sont de plus en plus puissantes et qui sont de plus en plus complexes, qui sont à la fois publiques-privées, enfin ce sont des espèces de consortiums assez étranges, et de l'autre côté, la société ou les sociétés civiles qui essaient de s'organiser tant bien que mal pour préserver ce qui peut l'être,
Mais on vit dans une époque, quand même, à mon sens, d'affrontement historique comme jamais entre ces formes d'organisation de la puissance d'un côté, renforcées par la technique, hein, les réseaux sociaux, etc. Comme l'a dit Geoffrey, cette technique renforce, au fond, les rapports de domination. Les pauvres sont soumis à une obligation de transparence, de divulgation de leurs données, etc. Et les puissants aujourd'hui s'abritent derrière des consortiums, des formes d'organisation du pouvoir qui sont relativement impersonnelles. Et quand on essaie de s'attaquer à ce pouvoir-là, sur quoi on tombe? Eh bien, des conseils d'administration qui sont déterritorialisés, des responsabilités diluées, des sociétés écrans. Hein, c'est comme quand on cherche les comptes planqués au Caïman, ben, il faut quand même lever des sacrés écrans de fumée, vous voyez. Donc il y a effectivement une opacification qu'on appelle d'ailleurs paradoxalement plafond de verre, mais qui est vraiment une dissimulation des enjeux d'une puissance qui est devenue planétaire. D'accord. On a vu effectivement que l'accès à la donnée n'est pas nécessairement gage de entre guillemets de transparence et de démocratie. On entendait tout à l'heure que la question qui se pose, c'est peut-être comment est-ce qu'on a accès à la donnée, qu'est-ce qu'on va en faire et quel usage. Donc on peut tout à fait cacher des choses, soit effectivement en ne donnant pas accès à la donnée, mais même en donnant accès à beaucoup de données, on peut quand même cacher des choses du fait de la complexité des données elles-mêmes, des compétences qu'il faut pour être capable de les analyser. Mais du coup, qui peut être garant de ce droit à l'accès de cet accès à l'information, de ce droit à l'accès à l'information? Est-ce que c'est les designers? Je crois que tout à l'heure, Geoffrey, vous parliez de la façon de mettre en forme la donnée. Qui peut être garant de ce droit à l'information et de cet accès à l'info? Sur qui peut être garant, en fait, c'est pas un type de métier ni un type de personne. Je pense que c'est un ensemble de métiers, c'est un ensemble de regards. C'est autant les politiques que le privé, que les citoyens. Cette question, le fait d'être garant des données, c'est des questions éthiques qui se situent derrière. Je pense notamment sur la question de la transparence des algorithmes. On crée aujourd'hui des outils numériques, beaucoup, que ce soit des outils privés, des outils publics, qu'on utilise tous les jours par centaines, voire par millions, voire milliards d'utilisateurs. Et qui peut être garant de cette transparence? Qui peut être garant de la, on va dire, de la mise au clair de ces algorithmes qui gouvernent beaucoup de nos décisions. Les algorithmes, ne serait-ce que pour le trading haute fréquence, les algorithmes pour les flux d'affichage de données sur les réseaux sociaux, les algorithmes qui vont faire des décisions, on va dire, des décisions de justice aussi. Parfois, on voit que c'est parfois accompagné par des algos. Bref, tous ces outils-là, pour moi, c'est en effet, on peut pas confier cette responsabilité-là à un seul corps de métier. C'est Tim Brown, qui dit ça, le fondateur et designer de IDEO, qui dit que le design est trop important pour être laissé dans les mains des designers. Là, je pense que c'est la même chose. C'est que les questions de transparence sont trop importantes pour être laissées dans les mains des politiques ou des industriels, et donc il faut qu'elles soient distribuées. Et donc, on l'a vu un petit peu quand on a eu toutes les crypto-monnaies avec la possibilité d'avoir de l'auto-certification, de l'auto-vérification de pair à pair, par des livres de compte numériques, etc. Tout ça, je pense que ça peut aussi inspirer peut-être des systèmes de vérification pair à pair, ou de validation pair à pair, pour assurer la qualité d'une information qu'on aurait rendue transparente ou la véracité d'une information qu'on aurait rendue transparente. Tout ça, je pense que ça peut paraître très généraliste de dire ça, ça peut paraître très global, je pense, pour les gens qui nous écoutent, mais moi, je serais très curieux de savoir, pour chacun, que ce soit pour les gens qui nous écoutent, pour Yoann, pour Frédéric, même pour Luther, pour tout le monde, qu'est-ce qui, pour vous, est important aujourd'hui en tant que citoyen à rendre transparent qui ne l'est pas encore dans votre vie de citoyen? Est-ce que c'est, comme on le voit, les salaires de nos élus? Est-ce que c'est plutôt le nombre de votants sur telle ou telle loi? Ça, c'est accessible. Est-ce que c'est le nom derrière les policiers, comme on a vu, il y a certains artistes, il y a un artiste là récemment qui a essayé de faire un site internet. On a tout plein de visages de policiers avec proposer leur nom en dessous pour mettre un nom sous un visage. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait rendre transparent? Ça, je pense que ce serait déjà intéressant de se poser aussi la question, et j'invite les gens qui nous écoutent à se poser la question aussi.
Frédéric, peut-être un avis? Oui, ce que j'ai entendu, c'était fondamental. Geoffrey parlait d'algo trading, par exemple. C'est ces algorithmes qui, plusieurs milliers de fois par seconde, alors on a réussi à essayer de limiter la casse, mais échangent donc voilà des sommes d'argent, alors qui peuvent être relativement minimes, mais qui permettent au bout du compte quand même d'opérer des transferts de valeur d'un territoire à un autre. Hein. Je veux dire, un trader qui clique aujourd'hui sur sur sa souris pour basculer des sommes d'argent d'un pays dans un autre, peut détruire un bassin d'emploi, enfin modifier vraiment les conditions de vie des gens. Et donc ces enjeux-là, me semble-t-il, appellent une éthique. Plutôt que de transparence, la question par exemple de l'algo-trading, il se trouve que j'anime un séminaire sur le transhumanisme et le post-humain, l'IA, etc. avec mes étudiants. On n'a pas réussi aujourd'hui à procéder à des moratoires sur la science. Et pourtant, dans un certain nombre de domaines, on pourrait peut-être essayer de faire une pause ou de ralentir, mais c'est pas envisageable, c'est même pas audible. Mais je pense que la question éthique, c'est-à-dire la question de la limite, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter de faire ou de ne pas faire, qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas, doit être posé. Et plutôt que de parler de transparence sur l'information et les données, dans le cadre de l'algo-trading, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si, au fond, le droit ne serait pas, au fond, un dernier rempart de la démocratie, comme on l'a fait avec les OGM. Je reviens à mon histoire les OGM, c'est quand même des plantes à pesticides. Hein. Si on en parle, c'est pas simplement qu'elles sont génétiquement modifiées, c'est qu'elles ont des conséquences directes sur la santé, j'allais dire comme bien commun, la santé de l'humanité, et qu'à partir de là, on a pu se poser la question de savoir comment les autoriser ou les interdire. Il se trouve qu'on a obtenu en Europe un étiquetage qui a condamné leur commercialisation dans les grandes surfaces et pour ainsi dire, on n'a pas de jaune dans les assiettes en Europe aujourd'hui par une habile manœuvre qu'on a réussi à imposer à l'industrie. Pour l'instant, ça tient comme ça. Comme quoi, on peut gagner en étant le pot de terre ou le David et le Goliath. Hein, le plus faible peut de temps en temps frapper au bon endroit. Mais par contre, je reviens à cette idée d'éthique. Je pense que bien sûr qu'il est question dans la politique publique de rendre public et rendre des comptes aux citoyens, puisque le domaine public, c'est ce qui est au fond au service du fonctionnement de la société comme étant aussi une organisation d'individus ou de communautés, de familles, voilà. Donc la question ne se pose même pas de savoir si le public a des comptes à rendre à la société, puisque soit on considère que la société est au service de l'État, et ça c'était le projet des bureaucraties et des systèmes totalitaires dans le XXe siècle, soit on considère que le public est au service de la collectivité et que les élus sont non seulement au service mais ont une charge, voilà, et qu'un jour, comme le consul romain, ils doivent retourner au champ, ça n'est qu'un mandat et un passage, et que chaque élu, bon, ça c'est l'idéal démocratique. Dans la pratique, on sait bien qu'on a construit des corps professionnels ou semi-professionnels d'élus, et que ce pouvoir-là, on l'a laissé d'une certaine manière s'échapper, et maintenant l'enjeu c'est d'essayer de le faire revenir. Et j'insiste encore une fois sur la question de l'éthique. Je pense que c'est une question qui va avec celle du rendre public et de la publicité d'un certain nombre de données, avec la très bonne question qu'a posée Geoffrey ou Luther tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, accéder à des données c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Si demain je reçois mes données de contamination du territoire, on me dit ben voilà, il y a du plomb, du mercure dans votre jardin, c'est ce qu'on faisait à Tchernobyl, hein, on disait aux gens bon il y a du strontium, du césium, mais qu'est-ce que concrètement je peux en faire? Est-ce que la mère de famille qui reçoit ça, qu'est-ce qu'elle se dit? Est-ce que je peux laisser mes enfants jouer dans le jardin? Est-ce que je peux leur donner des produits du terroir? Vous voyez, quelle incidence ces contaminations auront sur ma santé? Ces questions-là sont tellement complexes qu'elles permettent aujourd'hui de rendre transparent des données sur l'environnement, sur la santé, qui sont des données problématiques, sans remettre en cause le fonctionnement du système. Et ça a été le cas dans le nucléaire. Dans le Cotentin, on a des territoires contaminés parce qu'on a une usine de retraitement de déchets dont on ne peut pas empêcher par le fonctionnement même de l'usine qu'elle contamine le sol. Il y a des substances qu'on n'arrive pas à piéger. Les citoyens de cette région dans les années 90, sous l'impulsion d'ailleurs d'une étude épidémiologique qui avait un petit peu mis le feu aux poudres, ont demandé des comptes à la collectivité. On a créé une cellule de crise, on a rendu public un certain nombre d'informations sur la contamination du territoire. Mais au bout du compte,
personne n'en a rien fait parce que ces données-là, elles sont inexploitables pour un citoyen. C'est la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que chacun va devoir faire des années d'études de pharmacie, de médecine, de biologie, d'épidémiologie, de physique nucléaire, d'expologie, etc. pour gérer sa vie? Non. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrive à rétablir une confiance qui s'est perdue entre les institutions, les élus, les collectivités, l'État et les citoyens pour pouvoir permettre à chacun de vivre une vie à peu près normale et sereine. Parce que moi, si le matin, en me réveillant, il faut que je me dise, bon, je suis responsable de ma santé, je suis responsable de la santé de mes enfants, je gère un capital santé comme un chef d'entreprise et je dois donc prendre mes responsabilités, à quoi on aboutit? À un citoyen qui est responsable finalement de ses propres échecs, de ses propres malheurs. C'est-à-dire que si j'ai failli, si j'ai contracté un cancer, c'est parce que j'ai, sous ma propre responsabilité, je n'ai pas respecté les consignes, mangé sainement, j'aurais dû manger bio alors que je savais que l'agriculture, voyez, productiviste était mauvaise pour la santé, etc., etc. Et ça crée un phénomène qui a été étudié par Alain Ehrenberg, un psychologue qui a écrit La fatigue d'être soi, ça crée de la dépression. La dépression qui est un mal, voilà, des sociétés les plus opulentes et les plus riches de la planète, c'est cette double contrainte sous laquelle on est toujours placé d'être, j'allais dire, on est devenu responsable d'une certaine manière de nos vies, et ça c'est quand même assez insupportable. Ce que dit Frédéric est passionnant, parce que le fait de le formuler d'un point de vue état psychologique, je le trouve hyper intéressant. C'est ce qu'on nous dit aussi aujourd'hui avec les questions environnementales, en disant: «Citoyens, vous êtes responsables de trier vos déchets, manger bio, ne pas polluer, ne pas avoir de SUV» et cetera. OK, très bien, donc on l'intègre. Beaucoup font comme ils peuvent, mais si en effet, leurs enfants demain ne connaissent pas des jours heureux, entre guillemets, ce sera de leur faute, parce qu'ils n'auront pas fait les bonnes choses. Ils auront pris 2 fois l'avion plutôt que 0, ils auront fait un mauvais choix, et cetera. Donc ça met une espèce de responsabilité énorme sur les citoyens. Alors c'est hyper intéressant d'avoir des citoyens responsables, quelque part au sens noble du terme, mais de voir jusqu'où cette responsabilité elle s'inscrit. Et c'est pour ça, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, moi je crois beaucoup dans le travail notamment des journalistes indépendants pour œuvrer à cette compréhension du monde par la récupération des données et la mise en lumière, le fait de croiser ces données, etc. Chose que faisait le média ovni.fr il y a longtemps. Et aussi, vu que je suis designer, je vais défendre un peu ma chapelle, et aussi au travail de designer pour mettre en représentation, en graphisme, en images, en objets, en interface, etc., une certaine somme de données pour les mettre dans les mains des gens, dans les mains ça peut être dans les mains des journalistes, dans les mains des citoyens, dans les mains des entrepreneurs, peu importe. Et là, je fais juste un exemple, sans faire de la pub ou quoi que ce soit. Il y a quelques années, je me suis posé la question, en tant que citoyen, de me dire: «À combien de personnes les députés votent nos lois?» Parce qu'on voit des fois des images sur internet ou à la télé, il y avait 6 députés dans l'assemblée pour voter la loi Hadopi, il y avait autant de députés, c'était 577 pour voter telle loi sur la réforme des retraites. Voilà, donc il y a parfois ces images-là, et je me suis dit: «Est-ce que les députés votent, dont sont très peu à voter des lois qui nous concernent tous, ou des lois dont eux s'en moquent, et cetera, ou qui sont pas dans leur intérêt?» Et donc j'ai créé un petit site qui s'appelle Datassemblée, DATA, Semblée, comme l'Assemblée nationale.fr, en me disant: «Voilà, je vais récupérer toutes les données, je vais faire une jauge et je vais remplir l'hémicycle avec une petite jauge, une petite réglette comme ça. Je vais la remplir de 0 à 577 députés, et en fonction de à combien je remplis le nombre de sièges, j'ai les lois qui ont été votées par nombre de participants, et donc je peux voir toutes les lois qui ont été votées à 500 ou à 10 personnes». C'est très bête, je l'ai fait pour moi au départ en me disant que ça allait me permettre de mieux comprendre de ce préjugé que j'avais en tête. Mais par contre, bah, voilà, j'ai dû coder, j'ai dû aller sur le site de data.gouv, j'ai dû récupérer les données, et cetera. Ça m'a servi à moi, je l'ai partagé, et en effet, comme le dit Frédéric, tous les citoyens ne peuvent pas passer 2 semaines à faire ça, et à apprendre à ces compétences-là. Donc on a besoin en effet de designers, d'écrivains, de journalistes, d'autres personnes, de type de structure, qui vont venir accompagner cette prise de conscience, on va dire, globale d'une thématique, qu'elle soit publique, politique, et cetera, et de la donner aux citoyens, mais en assurant quelque part que cette mise en lumière, elle soit pas trop biaisée, elle soit sincère,
elle soit basée sur des vrais chiffres, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement compliqué d'avoir ce label-là quelque part, de se dire, bah voilà, je crois dans ce que je vois sur Internet ou dans les médias. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette confiance-là, elle est vraiment brisée, c'est très compliqué. Et quand on m'affiche un graphique, que ce soit BFM, TF1 ou France 2 qui m'affiche ce graphique, est-ce que je vais y croire? Est-ce que je me dis sur quels chiffres ils se sont basés? Est-ce que c'est sur un sondage? Est-ce que c'est sur les chiffres de l'INSEE? Est-ce que c'est sur voilà, et tout ça, j'ai l'impression que cette confiance-là, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont encore, cette confiance dans cette mise en forme, dans cette mise en lumière des datas, des données, par les journalistes ou par d'autres personnes, hein, peu importe. Et ça, j'ai l'impression que c'est difficile à, mmh, à faire passer et à dire, bah, si vous ne me croyez pas, vérifiez vous-même. Mais si vous les vérifiez vous-même, bah, il va falloir vous retrousser les manches, aller dans le cambouis, vérifier le code, le fichier, etc. Et ça, c'est extrêmement compliqué, difficile et très long. Donc, je ne sais pas comment on peut s'en sortir de ce problème-là, quelque part. Mmh. Si vous avez des idées, Frédéric, Johan, tout ça, je suis preneur. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose que disait Frédéric, sur la question de l'opposabilité de la loi par rapport à des données. Parce qu'en fait, mine de rien, là, le débat qu'on a, il se concentre principalement sur des questions d'accès à des données. Et en fait, on parle de transparence quasiment exclusivement sur une entrée technique, très technique, alors qu'en fait, côté action publique, on peut pas dire que l'action publique soit non plus très méritante sur un ensemble de questions de lisibilité. Moi, j'aime toujours autant les panneaux d'affichage des arrêtés municipaux. Dans la forme de lisibilité, enfin, en redescendant très très bas sur la question de design et de mise en forme, on se retrouve sur des questions dans lesquelles l'action publique légalement est encore tenue, en tant que chaque mairie est tenue de mettre tous ces arrêtés sous une forme qui est quand même arrête, quoi. Vous avez déjà vu quelqu'un s'arrêter pour regarder les arrêtés municipaux? Vraiment, je veux dire, c'est une sorte de, c'est presque de l'ordre du symbole, enfin de l'ordre, enfin, et ça, c'est une chose importante. Après, pour moi, dans le fond, il y a quand même une chose qui est importante là-dessus, c'est le fait de dire, euh, il y a une question d'opposabilité qui va être vachement importante sur la question de la manière dont l'action publique va se saisir des algorithmes, par exemple. Euh, c'est, par exemple, l'exemple de Parcoursup est assez amusant en ce moment. Le fait est que l'une des grosses difficultés, c'est comment est-ce qu'on fait quand il s'agit de s'opposer à une décision qui a été prise par un algorithme en tant que citoyen. Bah, en fait, c'est quasiment dans la question des tribunaux administratifs que ça va se régler cette histoire. Et en fait, de plus en plus aujourd'hui, côté conception d'algorithmes, il y a des décisions qui commencent à être prises dans différentes administrations sur le fait de ne pas rentrer sur des modèles d'algorithmes qui soient trop complexes, juste pour être capable de comprendre comment il a pris sa décision. Et le fait de pouvoir suivre ces éléments-là. Alors effectivement, peut-être que le droit va être un bon garde-fou par rapport à ça. Bon, après, même si après, il y a beaucoup de questions qui se posent en termes de legal design sur la capacité qu'ont le code et le droit à s'articuler aujourd'hui, parce que c'est deux langues qui ont leur grande vocation de parler qu'à elles-mêmes. Mais je pense qu'il y a un point qui va être intéressant là-dessus. Toujours est-il que moi, je pense que la question de la transparence, elle va se poser sur des questions très simples. Et en fait, ça va se poser sur est-ce que je suis capable, en tant qu'usager d'un service public, de pouvoir savoir à quelle heure ce putain de service public est ouvert? Ça va se poser sur des questions hyper simples, de genre, est-ce que je suis capable de récupérer mes informations? Et en fait, à un titre individuel, je trouve que en termes d'usage, il y a d'autres vertus de la transparence qui vont se poser sur des questions d'usage qui ne sont pas que sur des modèles militants, en fait, qui sont aussi juste des modèles de citoyenneté au sens de justiciable. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup émerger là, dans la discussion qu'on a à côté démocratie, on parle beaucoup du citoyen en tant que militant. Pas forcément en tant que plein d'autres choses qui peuvent nous passer par la tête. Quand on parle de cette question d'épuisement, on n'est pas tous dans une logique de militance permanente. On est aussi des justiciables, des gens qui veulent faire valoir leurs droits. On est aussi des habitants, des gens qui habitent quelque part et qui veulent juste savoir ce qui se passe à un endroit donné. Et je pense qu'il y a une diversité qui est plus grande en termes d'usage et qui va porter sur la manière dont on rend compte de l'action publique, la manière dont on l'explique, la manière dont on la rend accessible, la manière dont on va être capable de pouvoir produire des outils qui sont entendables. Parce qu'en fait, malgré tout, une grande partie du vocabulaire administratif est déjà aujourd'hui assez peu transparent. Ne serait-ce que remplir une déclaration d'impôt reste toujours une sorte d'exercice un peu périlleux, même si c'est simplifié. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que au-delà même de questions d'algorithme, au-delà même de questions de militance, il y a une sorte de responsabilité potentielle de l'action publique à se rendre accessible et complexes, qui sont principalement liés au droit, qui vont une sorte de défiance potentielle par rapport à une décision. Pour avoir beaucoup travaillé sur la question de la plupart des entretiens que quelqu'un fait dans une entreprise, c'est juste de comprendre quand et où, quand, combien. C'est les deux grosses questions qui vont être posées. Le reste est une lourde complexité dans laquelle un citoyen va devoir s'approprier le vocabulaire technique de manière à pouvoir fonctionner. C'est déjà le cas au-delà de questions militantes.
Et je pense qu'en fait, il y a une vraie question qu'on peut poser en tant que designer à l'accessibilité des démarches administratives qui sont posées aujourd'hui. D'accord. C'est intéressant parce que du coup, on voit au fil de la discussion que cette question de la transparence, donc si on la décompose, si je me remets aussi à ce que vous disiez tous, c'est en fait que la transparence en soi, c'est un concept qui est assez général et qui peut avoir plusieurs sens. On se rend compte en tout cas quand on le décompose au fur et à mesure de la discussion sur cette notion de transparence, on arrive à des strates en fait. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'accès à l'information qui va s'ajouter à la capacité de traitement de cette info ou de cette donnée, plus derrière peut-être une question de capacité d'action. Johan, vous étiez en train de parler du coup, vous étiez en train de parler par exemple d'arrêtés municipaux. Moi, j'ai aussi une petite question là-dessus. C'est cette question de la transparence, si on l'envisage aussi à travers toutes ces strates-là, est-ce qu'on peut attendre la même transparence à toutes les échelles finalement, on va dire démocratiques, c'est-à-dire à la fois au niveau de la commune, peut-être du département, peut-être de la région, peut-être de l'État. Est-ce qu'il y a une diversité de choses qu'on peut attendre par rapport à toutes ces échelles-là, ou est-ce qu'on peut attendre effectivement la même transparence et le même accès à l'info pour toutes ces échelles? Déjà, la transparence ne fait même pas partie des cahiers des charges de conception de services. En fait, ce que je veux dire, c'est que si on part de là, personne ne nous demande, ni demande aux agents publics d'être transparents. On le demande toujours a posteriori, hein. Il y a toujours du monde pour dire qu'il va falloir être transparent une fois que la crise a été identifiée, qu'il va falloir pouvoir rendre des comptes. On a beaucoup de choses a posteriori, ne serait-ce que la création de la CNIL en a une pure illustration. C'est en fait, la CNIL, elle n'émerge pas parce que les politiques ont décidé de se doter d'une sorte de vision éthique qui est donnée. C'est un moment dans lequel l'action publique annonce la création d'un dossier unique en même temps que les journalistes annoncent que l'armée française a tenu un registre complet de toutes les personnes qui pensaient être militants pendant la guerre d'Algérie. Bah, en fait, effectivement, deux poids, deux mesures, il y a une sorte de circonstance d'éléments qui finit par dire, OK, on a besoin d'un garant par rapport à ces questions-là. Aujourd'hui, quand on pose la question de transparence, il y a effectivement une question d'échelle. La transparence, elle peut se poser à différents niveaux, à l'échelle d'un agent, à l'échelle d'un service, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une région. Et ça va se poser complètement différemment. Il y a des régions, des politiques qui vont adresser assez distant, avec une grande distance, la question du citoyen. Alors forcément, il y a une forme de technicité énorme qui apparaît là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas tenus de rendre des comptes qui sont plus transparents ou de réussir à rendre une lisibilité de leur action qui est plus importante. Mais on est d'accord là-dessus. Mais par contre, en fait, moi aujourd'hui, je constate le fait que c'est assez peu présent. Ne serait-ce que se dire, on va faire un site, on a besoin de savoir qu'on va être transparent sur les informations qui se passent sur un site. Aujourd'hui, c'est pas fait. Et même aujourd'hui, quand on va parler de transparence, c'est trois quarts du temps, en interne dans une administration, la transparence, c'est égal reporting en fait. On demande d'être transparent pour pouvoir mieux surveiller ce que font les agents. Et quand on fait ça, l'idéal, c'est de manière à ce qu'on puisse faire peut-être un jour un tableau de bord qui finira sur le bureau d'un DGA ou d'un DG, qui lui permettra de regarder les choses en disant ah ça y est, je sais exactement comment se passe l'action. Les trois quarts du temps, ils sont pas consultés. En fait, la question de la conception de ces outils, il y a une échelle qui est intéressante, qui est de dire, en fait, comment est-ce qu'on fait de la transparence de l'activité et qu'on les remet aux personnes qui le font? Comment est-ce qu'on fait qu'un agent public puisse avoir une forme de transparence sur son activité? Ne serait-ce que ça, déjà, c'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup d'agents publics aujourd'hui qui ont même du mal à voir la propre action qu'ils sont capables de mener. Alors, réussir à parler ça de manière autre, enfin, ça pose des questions d'échelle qui vont vraiment être importantes et qui touchent tous les niveaux de l'action publique aujourd'hui. D'accord. Geoffrey, peut-être? Non, c'est intéressant aussi sur cette question de, voilà, de devoir être transparent, rendre des comptes quelque part. Moi, ça me fait juste penser, on parlait de la CNIL, à ces fameuses petites bannières qu'on a maintenant sur nos sites pour, faire que le site internet soit transparent à son utilisateur en disant: «Je te traque parce que j'ai des cookies publicitaires, des cookies analytics, des cookies Google, des cookies machin et j'utilise ça, ça, ça et cetera». En fait, le fait de forcer les structures à être transparentes, c'est aussi un problème de dire qu'à la base, elles mettent plein de trackers. Et c'est ça, moi aussi, qui m'amuse, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas sur mon site, j'ai pas de bannière de tracking, de CNIL, tout simplement parce que j'ai pas de cookies et j'ai pas d'outils d'analytics et tracking sur mon site. Et donc quelque part, je me dis: «C'est intéressant si on veut, diminuer cette escalade de la transparence toujours, bah, en fait, si on traque moins les gens, bah, on a peut-être moins besoin de leur dire qu'on les traque, vu qu'on les traque moins». Et ça peut être une réaction un peu, enfin une réflexion un peu simpliste, premier degré, mais j'ai l'impression que s'il y avait moins ce besoin de récupérer tout le temps de la donnée, alors des fois on la récupère pour des très bonnes raisons, hein, voilà, mais parfois on les récupère juste en se disant: «Peut-être qu'un jour ça me servira et je pourrais faire de l'argent avec». Je me dis que voilà, on gagne peut-être en simplicité, d'explication, en simplicité de
de compréhension pour le grand public notamment. S'il y avait moins tous ces outils de tracking, d'analytics, de pub, de machin, etc. Je pense notamment au numérique, hein, parce que c'est un peu mon biais de déformation, mais voilà, c'est un petit peu ce que je me disais en pensant à nos fameuses bannières de la CNIL qui nous embêtent et en même temps qui sont hyper utiles, quoi. D'accord, ça me rappelle le sujet de la traçabilité où effectivement en matière d'agroalimentaire et notamment avec les élevages, il a été nécessaire de sortir cette notion de traçabilité précisément au moment où il n'y en avait plus parce que on n'allait plus chercher la vache dans le champ d'à côté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette complexité qui apparaît et d'un coup on a cette espèce de contre-notion qui apparaît et qui vient s'insérer dans ce champ-là. J'avais d'autres petites questions, notamment sur la question un petit peu le rapport entre la transparence, le pouvoir, et puis encore une fois quelle transparence et quand et pour qui. Est-ce que du coup est-ce qu'on peut se dire que la transparence, là, telle qu'on l'envisage, c'est-à-dire en tant que... Alors, il y a un bruit de fond là. Bon. Alors, est-ce qu'on peut se dire que la question de la transparence, finalement, telle qu'on l'envisage là d'un point de vue démocratique, c'est plutôt, on va dire, est-ce qu'on peut remplacer ce terme de transparence par le fait de rendre des comptes? Est-ce que c'est une terminologie, ou en tout cas un sens qui correspond peut-être plus au sujet qu'on essaie de traiter aujourd'hui? Est-ce que finalement c'est rendre des comptes qui est la garantie de la démocratie, ou est-ce que c'est le fait de rendre des comptes dans l'action publique qui garantit la démocratie? Frédéric? C'est compliqué. On voit bien que derrière transparence, on a décliné énormément de directions, d'ouverture et de sens possible du mot. Enfin, mais c'est même pas une signification, quoi. C'est à chaque fois une question posée. Je vais revenir une seconde sur ce que disait Geoffrey, qui m'a intéressé. C'est que la technique aujourd'hui, elle produit vraiment des boîtes noires. Voilà, typiquement. Alors c'est pas tout à fait nouveau. Moi, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, Gilbert Simondon, qui a essayé de réfléchir à ça dans les années 50 et qui disait il nous manque vraiment une histoire de la technique. On devrait vraiment l'enseigner, apprendre à connaître nos machines. Et depuis la naissance de l'informatique, nos machines sont devenues vraiment obscures et opaques. C'est le problème des algorithmes aujourd'hui, des codes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on rend public et qu'est-ce qu'on peut dire aux citoyens de cela? Alors, c'est des questions éminemment complexes. D'un côté, des grandes institutions, la santé par exemple, qui nous dit on a besoin du big data, on a besoin de la donnée pour que ce soit efficace, un peu comme la vaccination, quoi. Si on n'a pas la masse, ça marchera pas. Mais alors ça passe par les applications là, je sais pas, un téléphone connecté, c'est toute la société Ubique là qui est en train d'apparaître, et on va livrer effectivement des données de santé par milliards et de plus en plus à des grands systèmes qui vont prendre en charge la santé au sens collectif à partir d'une lecture très algorithmique. Il y a même des fictions aujourd'hui qui imaginent là où on pourrait créer des remèdes pour des pandémies à partir d'algorithmes pour fabriquer des vaccins, etc. Mais concrètement, il me semble que là, on touche à un problème. Je vais prendre un exemple sur lequel j'ai travaillé il y a quelques jours. J'ai fait soutenir un mémoire de master sur l'application Stop Covid. Puisqu'on était parti pour discuter un petit peu de la crise du coronavirus, l'application Stop Covid a été mise en œuvre donc pour répondre à une situation de crise et pour essayer de collecter de la donnée sur le problème suivant: qui a été en contact avec qui dans la société. Donc ça, c'est quand même une modalité de contrôle social absolument inédite. Enfin, je veux dire, on n'a jamais imaginé à ce point rendre transparente la société à elle-même, c'est-à-dire qui a vu qui a fréquenté qui, y compris dans l'espace privé. Et cette application, il se trouve que je conduis je mène une thèse là en direction sur l'agriculture 4.0, l'agriculture connectée, avec une start-up qui travaille sur l'IoT, qui développe vraiment beaucoup le connecté, mais de manière, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, de manière à l'inverse de ce que font les GAFAM, c'est-à-dire de faire redescendre la donnée vers le territoire et l'usager. Et c'est une société qui s'appelle Demand-Side Instrument, qui est basée à Caen, et qui prend le problème à l'envers. Plutôt que de faire remonter la donnée vers le big data, qui la fait descendre et qui travaille à ce qu'on peut appeler l'empowerment, c'est-à-dire le
augmentation des capacités des acteurs locaux qui partageraient justement des données qui peuvent être des données météo, des données territorialisées, etc. Mais cette application Stop Covid, cet ami donc, qui dirige cette start-up m'a dit, bon, il est ingénieur MIT, il a été bien formé, il m'a dit, tu sais, il s'est passé quelque chose d'absolument unique et inattendu dans la mise en œuvre de cette application, c'est que Apple et Google ont donné leur code pour tout ce qui concerne l'application Bluetooth et ont rendu public ces codes qui maintenant peuvent être utilisés par n'importe quel fabricant d'applications. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Ça veut dire qu'au fond, à travers l'application Stop Covid, qui était un fiasco, Macron l'a reconnu il y a quelques jours, qui sera remplacée par, je ne sais plus, une autre qui a un nom tout aussi évocateur. Mais au passage, on a déverrouillé ces codes d'application pour permettre à n'importe quel fabricant d'appli d'utiliser les fonctions Bluetooth des appareils. Et c'est-à-dire d'utiliser les quelques mètres carrés qu'il y a autour de chaque individu, chaque porteur de téléphone, de smartphone, et de faire entrer ça dans la sphère de la valeur. Mais on peine, je pense, aujourd'hui à en mesurer les incidences sociales, etc., et tout ce que ça veut dire aussi sur notre liberté. Sans parler, évidemment, des problèmes d'usage du type, vous croisez quelqu'un, vous êtes dans une voiture, vous croisez quelqu'un dans un bus protégé par 2 vitres, et puis bon, les applications match, où on a imaginé tout un tas de situations comme ça qui sont complètement contraires à ce que la puissance publique imaginait comme usage. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on a, à travers cet exemple de l'application Stop Covid, un usage qui peut être légitimé en situation d'urgence par des bonnes raisons sanitaires pour dire, voyez, on a besoin de connaître l'état des contacts entre les individus dans une société, dans cette situation précise aujourd'hui où on doit essayer de courir en gros après le réel et d'essayer de rattraper ces données. Mais en même temps, on a ouvert une boîte de Pandore totalement opaque qui ouvre sur des possibilités complètement inimaginables, j'allais dire, à l'heure d'aujourd'hui, et sur lesquelles, là, on devrait exercer un contrôle. Vous voyez, c'est là que peut-être le projecteur, puisqu'on parle de transparence, il y a de la lumière, hein, c'est là qu'il faudrait peut-être braquer le projecteur de la connaissance et ensuite, j'insiste, porter la question dans les mains du législateur, parce que toutes ces questions d'accès aux données, etc., n'ont pas de sens si à un moment donné, on n'est pas capable de restaurer des limites par rapport à l'usage. Alors c'est le rôle de la CNIL, par exemple, c'est-à-dire de protéger. Et quand on dit protéger, ça renvoie à la question initiale que j'ai posée de la confiance. Moi, je ne veux pas tous les jours avoir à contrôler, à surveiller l'usage de mes données personnelles, etc. Je veux être abrité par un organisme qui me garantit, comme un organisme peut me garantir une agriculture et une alimentation saine, etc. Vous voyez, je préfère vivre dans cette société où je serai mis à l'abri par des institutions dont nous sommes les garants, nous citoyens, que nous avons donc d'une certaine manière fabriquées, suggérées, mais qui travaillent pour nous, plutôt que d'avoir à faire ce travail en permanence. Je termine là-dessus. L'accès aux données, il est aujourd'hui légiféré. Il y a la convention d'Aarhus dans le droit européen qui est une avancée démocratique considérable, hein, qui permet aux citoyens d'avoir accès aux données industrielles, etc., quand il y a un enjeu de santé publique, de prise de risque, etc. On a aussi inventé en France la commission de la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Très peu de citoyens savent qu'ils peuvent avoir accès, un droit d'accès à n'importe quel document administratif. Il suffit de donc saisir cette commission et ensuite, c'est ce qu'on a fait avec le CRIGEN pour avoir accès aux études de Monsanto et Greenpeace l'a fait en Allemagne, etc. Et on a obtenu les études tronquées de Monsanto sur les rats, donc qui montraient. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des outils juridiques qui existent. Enfin, je pense qu'en termes de droit d'accès, on a un arsenal qui est quand même relativement performant, mais ça ne résout pas la question autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure, c'est-à-dire dans quel type de société on veut vivre. La transparence ne fait pas tout, quoi. La démocratie, c'est pas l'accès aux données. La démocratie, c'est fondamentalement le débat, la disputation, comme il y a le logos dans la science, il y a de la contradiction, il n'y a pas une vérité,
il y a ce qu'on appelle en démocratie dans la Grèce des doxai, des opinions. Et dans la démocratie, on ne confronte pas des points de vue d'experts, on confronte des opinions et ensuite on délibère et ensuite on se met d'accord en commun sur la direction dans laquelle on veut aller. C'est ça l'invention démocratique. C'est un espace vide, l'agora, au sein duquel on débat, d'abord on discute. Et ça prend du temps. C'est pas mettre un bulletin dans une urne. Enfin, fondamentalement, la démocratie, c'est la capacité à discuter en commun des enjeux, des limites, etc. Ce qui signifie effectivement avoir accès à l'information nécessaire et suffisante pour prendre des bonnes décisions. Et dans notre monde, c'est compliqué parce qu'on vit dans un monde d'incertitude. Et ensuite, prendre des décisions en commun. Vous voyez, et je pense que la question de la transparence, elle doit être située dans mise en perspective avec la question démocratique. Sinon, en soi, elle n'a aucune signification. Enfin, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Voilà. Et donc, les réponses à ça, bon, au niveau mondial, on voit bien qu'on a un problème aujourd'hui avec des pouvoirs qui nous dépassent, qui nous transcendent et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais à l'échelle locale, je pense aux designers. On a organisé une très belle journée il y a quelques jours à Caen sur design et les villes créatives. À l'échelle des territoires, là, il y a des choses à faire. De manière, j'allais dire, multidisciplinaire. On peut faire venir des chercheurs, des designers, des élus, faire travailler des habitants, des collectifs, etc., dans une perspective réellement démocratique, de démocratie, on pourrait dire réelle. Et cette question-là de l'accès aux données, voilà, peut s'enraciner, peut s'incarner dans des pratiques. Par exemple, des données partagées par des habitants. Ce que je disais tout à l'heure. On peut imaginer des systèmes informatiques, des réseaux de données localisés qui ne soient pas connectés aux GAFAM, mais qui permettent à une collectivité d'avoir, par exemple, un tableau de bord qui permet de rendre compte de la complexité des enjeux et pas simplement un indicateur. Vous voyez, si vous prenez la santé, le sol, si vous prenez les grands indicateurs de l'Anthropocène indépendamment les uns des autres, donc des données, il y aura toujours quelqu'un qui dira pour la santé, on a une réponse. On va faire des IRM, on va faire des scanners pour soigner les cancers, etc. Pour l'agriculture, on aura une réponse. On va faire des traitements phytosanitaires. Voilà. Mais si on met toutes les données ensemble sous la forme de tableaux de bord, voilà, c'est ce qu'on a fait dans le département de la Manche il y a quelques années ou dans le nord de la France, on peut partager de la donnée, donc voilà, procéder à une sorte de mise en transparence d'un certain nombre d'informations qui permettront à des gens en situation de démocratie locale de prendre les bonnes décisions. D'accord, vous parlez tout à l'heure de confiance et du fait qu'on ne pouvait pas, effectivement, en tant que citoyen et citoyenne, passer notre temps à aller contrôler, à aller checker, à aller regarder ce qui se fait. Et donc, vous parliez de confiance en des institutions à qui on va déléguer ce rôle-là. Geoffrey avait évoqué un peu plus tôt, je crois, l'affaire des comptes de campagne d'Édouard Balladur et du président Jacques Chirac. On voit bien dans cette affaire, par exemple, que le Conseil des sages, qui était censé justement assumer ce rôle d'expertise, de contrôle des comptes de campagne, a finalement joué le rôle d'une blanchisseuse. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait confiance à des institutions? Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une réponse là-dessus finalement? Ou des éléments ou des pistes? Parce qu'on peut faire confiance, mais on peut aussi être du coup trahi derrière, quoi. Comment est-ce qu'on s'assure que les organismes qu'on met en place pour assurer ce rôle de contrôle pour nous, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils le fassent, quoi, et qu'ils ne se retournent pas contre nous finalement? Parce qu'on n'est pas dans une impasse aussi là-dessus. C'est une question extrêmement difficile. Je pense que personne d'entre nous n'a la réponse. Moi non plus. Je pense qu'on s'y assure en étant en démocratie. Ce que disait Frédéric sur le fait de proposer des arguments, d'avoir des contre-arguments, d'être dans le dialogue et d'être dans l'échange perpétuel. Si on est en démocratie, on peut travailler et œuvrer à cette confiance. Actuellement, c'est pas le cas au sens noble du terme. Donc, je pense que c'est une direction vers laquelle il faut tendre, mais pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une entité qui nous garantisse ça. Donc c'est un travail. Il y en a une, c'est le droit. C'est le droit qui est le dernier. C'est le seul garant aujourd'hui légitime qu'on ait pour surveiller, y compris les affaires de l'État. Parler des comptes de campagne, etc. Le droit, c'est aujourd'hui le dernier rempart de la démocratie.
C'est vrai. Merci Frédéric de me donner un peu d'espoir. Ça ne réglera pas tout, hein, je suis d'accord, mais il faut le rappeler quand même. Mais c'est un outil indispensable. Ouais, tout à fait. Bah, c'est effectivement un outil indispensable et incontournable, mais encore une fois, moi je reviens sur cet exemple des comptes de campagne. Effectivement, les montants qui ont été utilisés dans la campagne d'Édouard Balladur et de visiblement de Jacques Chirac avaient dépassé les plafonds légaux. Et puis, c'est la loi aussi qui donnait le cadre des fonctions de cette commission, de ce Conseil des sages qui était censé contrôler. Pourtant, ils ont contrevenu à la loi et puis ils n'ont pas été condamnés. Enfin voilà, donc est-ce que la loi suffit? Bon, vous venez de dire que non. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus alors du coup? Moi, c'est des questions un petit peu à 100 000 $, hein, j'en ai bien conscience. Peut-être qu'il y a un élément de réponse qui peut se retrouver dans la question de la Convention citoyenne. Pour le coup, c'est un peu une première d'un point de vue politique que d'avoir une échelle de ce type qui est représentée et qui propose d'être outillée. Mais je pense qu'en fait, la fonction qui a été beaucoup décrite dans le monde numérique comme étant la surveillance, le fait de surveiller les surveillants, se pose et systématiquement va se poser sur la question de quel est le cadre qu'on va donner là-dessus. Et à un certain niveau, je me demande s'il n'y a pas une certaine forme de confiance qui pourrait être prise de manière plus générale si on proposait à des personnes tirées au sort de pouvoir avoir le temps de faire l'examen de ces éléments-là. Aujourd'hui, on part du principe que c'est le Conseil des sages, parce qu'on était parti du principe qu'on avait une garantie de confiance dans ces acteurs-là. Bon, bah, l'exemple est fait que peut-être qu'on ne peut pas avoir cette confiance-là. Donc la question, c'est de dire quels sont les organes de décision, de représentation qui permettent de pouvoir garantir cette confiance. Peut-être que la Convention citoyenne est un modèle qui, en tout cas, va permettre de pouvoir. En ce moment, il y a pas mal de territoires qui commencent entre autres l'Occitanie, qui commencent à mettre en œuvre ces mêmes démarches pour essayer de travailler sur les questions de démocratie, sur la question de développement durable, de démocratie sur leur territoire. D'accord. Alors un peu plus tôt, rien à voir, mais on avait posé une petite question, je crois que c'est Geoffrey qui l'avait posée. Que faudrait-il rendre transparent selon vous et qui ne l'est pas? Alors du coup la question est un petit peu large, hein. On a eu des réponses, des réponses finalement qui partaient un peu dans tous les sens, à la fois la fiscalité des entreprises en Europe, la question des masques, le salaire de tous les fonctionnaires ou encore les additifs qu'on peut avoir dans l'alimentation. Moi je voudrais peut-être qu'on essaye de se raccorder à ce qu'on se disait au départ, c'est-à-dire essayer peut-être de retracer le déroulement de cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Je vois qu'on a parlé des masques là, et d'essayer peut-être de demander aux gens qui nous écoutent là de ce qu'il aurait fallu peut-être en matière d'action publique rendre plus transparent spécifiquement pour améliorer la gestion de crise. Est-ce qu'on peut peut-être revenir du coup à ce moment-là au démarrage de la crise? À quel moment est-ce qu'effectivement on commence à transmettre de l'information, à donner des consignes aux citoyens, aux citoyennes? Comment est-ce qu'on gère ce type de démarrage de crise en matière de transparence de l'info et de messages? Est-ce qu'il faut tout dire dès le début au risque de créer du coup de la panique, même quand on ne sait pas? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que là-dessus, il y a des choses qui peuvent caractériser une action publique plutôt démocratique plus qu'une autre? Comment est-ce que vous voyez le sujet? Johan? Sur la question du tout début de la crise, j'ai bien aimé le fait que en fait, les informations étaient relativement disponibles et entre autres par des faits citoyens. C'est en fait, il y a cette fameuse cartographie qui a beaucoup fait d'infographie qui a fait beaucoup le tour d'Internet à un moment donné, qui a été montée par un étudiant d'université américaine qui trouvait qu'il n'avait pas assez d'informations sur l'évolution des cas d'un point de vue mondial et qui a monté cette cartographie. Ça, c'est un fait qu'on va retrouver un peu pendant toute la crise Covid, qu'il y a beaucoup de moments dans lesquels agents publics ou citoyens ne trouvent pas les représentations et les mises en forme des données existantes, donc par exemple sur l'ouverture des boutiques ou disponibilité de différentes façons, et qui vont créer les outils d'eux-mêmes de manière à pouvoir les faire exister. Je pense qu'en tout cas, là, on a vu un exemple assez fort de dire, face à des besoins donnés, il y a des réponses qui arrivent assez rapidement, et dans certains cas, des acteurs publics qui reprennent la balle au bon de manière à pouvoir nourrir, abonder sur certaines informations qui sont données. Toujours est-il qu'en fait, l'information, enfin, en tout cas, le début de la crise, c'est une sorte de course à l'information. Enfin, je pense que nombreux ont été les gens parmi ici qui ont été en demande de savoir où est-ce qu'on en était dans l'évolution de la maladie, où est-ce qu'on en était sur l'évolution de l'accès aux masques, quelles étaient les informations qui étaient disponibles, etc. Il y a une course à l'information qui est assez importante et sur lequel, en fait, le gouvernement a beaucoup été en retard. Ça a beaucoup couru après les demandes qui étaient faites. Ça, je pense que ça correspond vraiment au premier temps de la crise. Et après, il y a une forme d'homogénéisation des informations qui commence à exister, qui vont aller quasiment jusqu'au confinement. À partir de ce moment-là, d'un coup, on commence à avoir d'autres types de demandes d'informations et qui vont complètement
se déplacer. D'autres types de demandes, du coup, vous pensez à quoi, par exemple? Sur la question des demandes qui viennent derrière, une fois qu'on sort de la crise, c'est que d'un coup, moi en tout cas, j'ai vu beaucoup émerger la question de rendre compte. Une fois que la crise était passée, on a commencé à arriver sur l'état de dire, on est sorti entre guillemets de la stupeur a pu mettre dans dans la société la question de la crise, et d'un coup, on commence à vouloir rendre compte on a commencé à le voir assez fort avec toutes les demandes qui ont été déposées auprès du Conseil constitutionnel sur le fait de pouvoir avoir des éléments sur est-ce que les dirigeants ont pris les bonnes décisions au bon moment. Et d'un coup, là, on va retrouver cette question de dire il faut rendre des comptes dans le dispositif. Mais dans un premier temps, c'est pas les éléments premiers qui sont sortis. Et du coup, quand on a toute cette somme d'informations, comment est-ce qu'on est en capacité, par exemple, ou quelle information il faudrait pour être capable de juger précisément la qualité d'une décision, le bon timing d'une décision? Comment ça pourrait se passer, ça, là-dessus, Yoann? C'est la question, c'est de dire déjà qui décide. C'est le premier élément. C'est-à-dire quand on pose cette question, c'est qui va décider. Est-ce qu'on part du principe que c'est les élus, le corps administratif qui doit réagir? Enfin, il y a un élément qui est assez complexe dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, en fonction des échelles, les informations qui sont demandées sont pas du tout les mêmes parce que les responsabilités sont pas du tout les mêmes. Toujours est-il qu'en fait, dans pas mal de collectifs, donc nous on participé à une démarche d'évaluation de la question de la manière dont la crise a été vécue par différentes institutions avec la 27e région qui s'appelle Réflexe Public. Dans cette institution, on se rend compte qu'en fait, ça a été hyper hétérogène la façon de fonctionner, et dans certains cas, on a vu en fait émerger un ensemble de tableaux de bord qui ont été demandés par différents niveaux de décision pour pouvoir savoir où on en était. Et cette question de savoir où on en est était assez importante. Et dans certains cas, on retrouve des collectivités où il y a 3-4 tableaux de bord qui coexistent en parallèle et qui vont pas forcément avoir les mêmes objectifs, les mêmes usages et les mêmes crédibilités. Et dans certains cas, c'est pas ces tableaux de bord-là du tout qui sont lus. C'est qu'en fait, finalement, lire les tableaux de bord, ça demande trop d'expertise, trop de complexité, et finalement, les décideurs finissent par les mettre de côté et préférer regarder spécifiquement des informations qui vont être, entre guillemets, mises sous forme de PowerPoint parce que plus facile à lire. Donc en fait, ça pose des questions quand même sur le dire, on a une appétence très forte dans les échanges qu'on a là sur la question de dire quelles sont les données qu'on rend disponibles pour prendre des décisions, mais quand on regarde dans le détail la façon dont ça s'est passé dans la crise, c'est assez peu sur des données que ça a pu se jouer. D'accord. J'ai aussi une question plutôt à l'attention de Frédéric. Vous avez visiblement du coup beaucoup travaillé sur le cas Tchernobyl. Sur cette question, encore une fois, de l'accès à l'information, ou de la gestion de l'information, ou de la gestion de la transparence en matière de pouvoir, est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences que vous voyez entre cette gestion de crise dans les années 80, fin des années 80, et puis celle qu'on vit aujourd'hui? C'est une grande question. Il se trouve que j'ai commis un article avec Galia Ackerman sur de Tchernobyl au Covid, pour essayer de montrer un petit peu comment on avait en fond affaire à des similitudes assez étranges d'ailleurs, hein, donc pour deux situations de catastrophe qui sont a priori à la source complètement différente, un accident nucléaire et une pandémie, mais qui sont finalement assez, d'un point de vue paradigmatique, assez comparables. Dans les années 80, on est un peu à l'âge d'or, à l'hégémonie du nucléaire avant son déclin, puisqu'aujourd'hui c'est une énergie qui décline progressivement depuis cette période. On n'a plus construit de centrale, hein, pour ainsi dire, en France, sauf une qu'on essaie de mettre en route depuis quelques années, mais on n'y arrive pas. Dans les années 80, l'essence du nucléaire, qui est donc vraiment l'État dans l'État, se protège de manière extrêmement violente et va jusqu'à effectivement fabriquer une fiction météorologique, convoque des experts de l'OPRI, enfin on se souvient de tout ça. D'ailleurs, quand on travaille sur Tchernobyl et qu'on questionne la mémoire collective de Tchernobyl en France, c'est le mensonge qui apparaît, et vous savez la formule, le nuage a contourné la France, ou la frontière a arrêté le nuage. C'est ce qu'il en reste un petit peu dans la mémoire collective, alors qu'il reste en réalité des traces de contamination importantes dans le sud-est et en Corse encore aujourd'hui. Mais à la fin des années 80, dans l'expérience de Tchernobyl, la société civile française, qui depuis 68 était quand même un petit peu remontée, hein, on pourrait dire, contre l'État, et avait posé un certain nombre de questions dans les mouvements anti-militaristes, anti-guerre du Vietnam, etc. Enfin, il y avait cette aspiration, on pourrait dire, un peu libérale politique, hein, qui travaillait la jeunesse. Mais Tchernobyl va venir un peu marquer la crise de confiance ou la défiance de la société à l'égard de ce que peut raconter l'État.
par rapport aux années De Gaulle. Voilà, quand De Gaulle prenait la parole, c'était voilà l'incarnation de la France qui s'était remise sur ses pattes d'une certaine manière après la guerre, qui avait limité l'ingérence des États-Unis. Enfin voilà, tout cet héritage de la cinquième. En 86, ça va tomber et on entre dans ce que Ulrich Beck appelle la société du risque. Et donc la défiance entre de la société civile à l'égard de ce que racontent les autorités supposées compétentes en matière de gestion des risques, mais surtout de protection des intérêts de l'État et de l'industrie, cette défiance est consommée. Et on vit encore dans cette époque, nous sommes encore dans cette situation aujourd'hui. Regardez l'accident de Lubrizol, là on va démarrer une thèse sur la naissance de la science ou de l'expertise indépendante citoyenne après Lubrizol, comment les citoyens vont faire leur expertise et leur science, c'est typiquement ça. Je veux dire, quand le préfet dit il n'y a pas de problème, dormez bien, oh non, ce sont que quelques hydrocarbures, bon, on sait très bien qu'il y a des dioxines à l'époque dans cette usine, enfin c'est un accident d'une ampleur, c'est un mini Tchernobyl, quoi, c'est un accident d'une ampleur colossale, qui pour moi est une répétition de ce qui s'est passé à Tchernobyl, puis à Fukushima, et puis dans un certain nombre de situations voilà, de catastrophes avérées. La crise de la Covid renvoie un petit peu à la même logique. Alors, j'essaie d'y travailler en ce moment. J'écris un article pour une revue sur les droits humains et en particulier sur les décisions qui ont été prises. La décision qui a été prise de confinement général à l'échelle planétaire est quelque chose d'inédit depuis 1945. Hein, je pense que depuis l'occupation allemande, on n'a pas vu de situation politique de la sorte, c'est-à-dire de confiscation autoritaire des 3 libertés fondamentales, de s'associer, de se déplacer et de travailler. Ça, c'est quelque chose, évidemment, c'est passé relativement inaperçu parce que c'est sous couvert d'un principe supérieur qui est l'intégrité de la nation, la santé. La santé, aujourd'hui, c'est sacré. Hein. Bon, Foucault l'avait écrit dans les années 70, mais c'est un impératif qui permet de tout écraser d'une certaine manière. Et pourtant, il y a bien des questions qu'il faut se poser. Donc maintenant, je reviens à la question de la gestion de la Covid. Effectivement, après la sidération, parce qu'on a été dans comment dire, il y a eu un moment de sidération, il y a eu un moment de vide complètement incroyable où pendant quelques jours personne n'a rien écrit. Et puis il y a eu Agamben qui a écrit ce papier sur voilà la manière dont on peut considérer qu'on a affaire à une prise de contrôle des sociétés, etc. Et puis ensuite quelques intellectuels qui vont commencer à prendre la parole et à écrire. Et puis ensuite une saturation de l'espace médiatique par une prolifération de données, et ça c'est assez, comment dire, c'est assez fréquent, qu'on arrive aussi à un moment donné à saturer littéralement l'espace de la capacité, on va dire, de compréhension ou d'entendement des citoyens, parce que voilà, on a une prolifération de récits, de discours, et aujourd'hui nous sommes un petit peu dans cette situation. Moi, ce qui me dérange dans la gestion de la Covid, pour revenir à la question de l'information et à la transparence et à l'accès aux données, c'est qu'on a un exécutif qui s'abrite derrière un comité, ad hoc dans lequel en fait on dit à un certain nombre de gens de dire des choses et quand ils ne font pas l'affaire, on les vire. Résultat des courses, il y a 15 jours, 3 semaines, 35 scientifiques de haute volée ont fait paraître une pétition dans Le Parisien en disant, écoutez, laissez la science faire son travail. La science, c'est la controverse, la disputation. Il y a eu l'affaire Raoult, il y a eu voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas de communauté scientifique unifiée autour des enjeux et des conséquences de la Covid. Donc, on a besoin de ce temps et de cet espace de disputation, de confrontation, de controverse. Comme on en a besoin dans la société démocratique, la science a besoin de cette dynamique de confrontation, des résultats, des expertises, etc. Aujourd'hui, cette disputation est interdite. On a un exécutif qui dit on ne veut entendre qu'à son de cloche celui qui sert la politique qu'on essaie de mettre en œuvre. Voilà. Et ça, c'est une vraie question, je pense, qu'il faut poser. Quel type de science on veut faire fonctionner pour accompagner la gestion de crise. On en aura besoin parce que des crises, on s'en prépare. Hein. Avec le changement climatique, c'est ce que dit en gros Pierre-Henri Gouillon, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle et qui fait partie des gens qui ont contesté le fonctionnement de ce comité pseudo-scientifique au service aujourd'hui du gouvernement, c'est de se dire on se prépare quand même des pandémies, des problèmes beaucoup plus graves que celui auquel on est confronté. Enfin, je vous rappelle, hein, la Covid en 2020, c'est 30 000 morts, c'est 1,5 fois la grippe saisonnière.
Donc il y a quand même un problème pour moi entre l'enjeu sanitaire et la réponse politique, qui reste pour moi une énigme sur laquelle j'essaie de travailler. Il y a quelque chose qui ne va pas depuis le début. Et ce qui se prépare, donc encore une fois, c'est ce type de crise. Au XXIe siècle, on aura des enjeux planétaires à régler avec des moyens qui seront des moyens probablement de très grande ampleur. Si on prend ce chemin, on est quand même mal parti du côté de la démocratie. Et on ne se prépare pas des lendemains très heureux. Je veux dire, en termes de mode de vie, ce sera plus du Orwell ou du Wells, vous voyez, que du Rousseau. Donc, je pense qu'il faut qu'on se serve de cette expérience qui est en train de se dérouler sous nos yeux pour en tirer des leçons, intervenir en tant que citoyen, en tant que chercheur, etc., pour faire en sorte que ne se mette pas en ordre de marche une dictature sanitaire. Parce que ce que je vois apparaître aujourd'hui, c'est une société de contrôle. On pouvait la redouter il y a quelques années, à l'époque où on a mis la CNIL, etc., en place. Aujourd'hui, elle est en train d'advenir. Avec des mobiles, encore une fois, la santé, la protection de la vie biologique. Moi, je veux bien qu'on protège la vie biologique, mais à quel prix? Je veux dire, de quelle vie s'agit-il? C'est Consponville qui disait « je préfère mourir libre, je préfère mourir du Covid dans un pays libre plutôt que de crever dans une dictature sanitaire ». Bien c'est ça, voilà, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est dans quel type de société on veut vivre. J'imagine que ça va faire beaucoup réagir les gens. Est-ce qu'on peut peut-être prendre quelques questions de la part des personnes qui assistent là à la table ronde? Est-ce qu'il y a quelques questions qu'on peut prendre? Et par ailleurs, alors la question qui a été posée un peu plus tôt, à savoir quelles informations aurait-il fallu rendre publiques ou transparentes pour améliorer la gestion de crise, effectivement, on a eu des réponses comme l'origine du virus, le fait qu'on ne sache pas aussi non plus grand-chose au sujet du virus, peut-être une évolution aussi en temps réel avec peut-être des régressions et des avancées, et puis la question du nombre de masques. On peut prendre des questions ou pas alors? D'accord. Aucune question de personne sur le chat, ok, très bien. Un petit point là, vu qu'on a cette slide-là, je me permets de dire, sur quelle information il fallu rendre public. Je vois la méconnaissance du virus, et en fait, moi j'aurais aussi apprécié, et ça m'aurait intéressé, de savoir qu'on ne sait pas. De se dire, là on ne sait pas. On n'a pas les chiffres, on n'a pas les données, on n'est pas au courant. On se renseigne évidemment, on creuse, mais d'afficher le droit au doute et le droit à la méconnaissance quelque part. Et c'est pas synonyme que d'incompétence que de ne pas savoir, au contraire. On va pas citer Socrate, mais le fait de dire qu'on ne sait pas, parfois, c'est un signe de réassurance plutôt d'un point de vue de la sincérité et d'un point de vue de la compréhension. Dire on ne sait pas, mais on va essayer de chercher, de trouver, de comprendre, plutôt que de toujours tout savoir et dire tout et son contraire dans la journée. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus dangereux d'utiliser cette technique-là que juste d'être sincère. Je suis assez d'accord. La question, c'est quoi la transparence de l'incertitude? Comment on rend compte de notre incertitude et comment est-ce qu'on peut l'afficher politiquement? Ok, désolé. Donc si on n'a pas de questions, alors on n'a pas de questions du tout de personne. Alors soit c'est très très clair, soit c'est très très opaque. On a une question. La transparence de l'action publique trouve-t-elle ses limites dans le maintien d'un certain ordre établi, ou doit-elle être absolue? La transparence de l'action publique trouve-t-elle ses limites dans le maintien d'un certain ordre établi, ou doit-elle être absolue? Frédéric? Je crois que c'est une question qu'on a un peu déjà creusée, c'est-à-dire ça renvoie à la question de savoir ce que c'est que le public. Est-ce que c'est un appareil bureaucratique, exécutif, coupé du monde et qui fonctionne comme une entreprise, ou est-ce que c'est l'affaire de tous et de chacun? C'est-à-dire que chaque citoyen a une double appartenance, une vie publique et une vie privée. Les deux doivent être respectés, c'est-à-dire que la vie publique est un droit et doit être encouragée. C'est l'essence de la démocratie, que d'encourager la participation à la vie publique. Alors tout ça est très formel, dans la pratique évidemment
On l'a dit aussi, l'histoire fait qu'on a aujourd'hui des appareils qui se sont d'une certaine manière constitués, qui se protègent, mais idéalement, à l'échelle des territoires, là où on intervient, mais qu'on soit designer ou sociologue, on peut faire le même travail d'une certaine manière, c'est-à-dire essayer de donner prise à des citoyens sur ces questions par l'intermédiaire de l'enquête, de l'objet, de la mémoire, peu importe, on peut mobiliser des catégories. Voilà. Mais donc cette vie publique, elle est à encourager et elle peut passer par le fait d'accepter un mandat. Alors ça peut être un mandat d'élu, ça peut être aussi être responsable d'une association, etc. Vous voyez, c'est cette vie-là. Et puis la vie privée, c'est la vie de l'oikos, hein, de l'économie. Enfin, au sens grec, c'est la famille, et qui doit être aussi d'ailleurs protégé par un certain nombre de limites. Le droit à la vie privée est fondamental. Et même si l'on, pour des raisons sociologiques et psychologiques, aujourd'hui, des gens étalent leur vie dans le domaine public. Enfin, c'est ce qui fait problème aujourd'hui, je crois. C'est cette espèce de porosité entre le domaine public et le domaine privé. Les élus sont obligés d'étaler leur vie privée et d'étaler leurs avoirs, etc. Je ne sais pas si c'est une avancée démocratique que de demander à un élu de combien il dispose de capital, d'héritage, etc. Ça ne nous regarde pas. Il est élu pour occuper une charge, une fonction temporaire et réaliser un certain nombre de tâches au bénéfice de l'intérêt général. D'accord ? Donc, qu'il ait une Rolls ou une 4L, au fond, c'est pas notre problème. Ou en tout cas, c'est pas le problème qui concerne la question qu'on pose là, précisément. Maintenant, est-ce que la transparence doit être totale ? Si on a une conception publique du public, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire qu'on devrait partager dans le domaine public tout ce qui relève de la sphère publique, c'est-à-dire le fonctionnement d'un conseil municipal. Alors encore une fois, aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut exiger relever les minutes des conseils municipaux, enfin toutes les instances qui constituent notre démocratie sont obligées de rendre des comptes sur leur fonctionnement. Voilà. Ce qui fait problème, encore une fois, me semble-t-il, c'est cette interpénétration entre le public et le privé. Quand un groupe comme Monsanto, par exemple, aux États-Unis, fait intervenir dans son giron des gens du ministère enfin des grandes agences, hein, de la Food and Drug Administration ou de la FAO, voilà. Et inversement, quand des gens du privé, de Monsanto, vont aller occuper des fonctions d'experts dans ces différentes agences, voilà, il y a quelque chose qui commence à faire problème. Et aujourd'hui, on est dans ce monde où les grands intérêts industriels sont totalement, comment dire, anticipés, interrelayés à la sphère publique, quoi. Voilà. Et je pense que l'un des premiers travaux à faire, ce serait d'essayer de remettre chacun à sa place et de mettre des garde-fous. Voilà, de mettre des garde-fous. Et il n'y a que la puissance publique, malheureusement, qui peut, en dernière instance, placer ses limites. Enfin, c'est pour ça que je reviens à la question de l'éthique. Notre grand problème, j'ai commencé par là, on vit dans une société de mise en circulation et d'accélération des flux de données, flux de marchandises, flux d'électrons, flux humains, etc. C'est de contrôler ces flux. Et de temps en temps, il faut restaurer des limites. Le problème de Covid, c'est d'une certaine manière la même chose. Hein. C'est un virus qui circule et notre problème, c'est d'essayer de rétablir des garde-fous, des pare-feux, etc. Et bien, dans la démocratie, c'est la même chose. Je pense qu'un des grands enjeux, un des grands chantiers par lesquels il faut commencer, c'est d'essayer de repenser cette frontière entre le public et le privé. Dans les termes de notre époque. Hein. On n'est pas au 19e chez Thoreau ou dans la Grèce antique. On est dans la société de l'Internet, etc. Donc il faut repenser cette question avec les moyens et les outils de l'époque, mais il faut la poser. Ok, merci. On a une autre question, ce sera peut-être la dernière, puis ensuite on va peut-être conclure. Comment le design permet-il de rendre transparent des informations, des réalités, ou en tout cas, comment le design s'approprie la question de la transparence ? Peut-être Johan ou Geoffrey ? Je veux bien commencer là-dessus. En fait, pour moi, il y a une question qui est, dans la conception des services publics, on pose assez rarement la question de sa revue.
En fait, c'est un bon chiffre, ça se pose aussi en termes d'évaluation, etc. Mais dans la conception des dispositifs publics tels qu'on les pense aujourd'hui, on pense assez peu la manière dont ils vont être remis en cause, relus, réévalués, questionnés, amendés. Et si on le fait, c'est souvent pour des questions managériales et rarement sur des questions démocratiques. Je pense qu'en fait, il y a une vraie question aujourd'hui sur quels sont les critères qui nous permettent de suivre au XXIe siècle dans l'Anthropocène les services publics et la manière dont on les revoit. Alors, il y a des pistes qui commencent à avoir sur la manière dont on peut faire une évaluation du CARE dans la question de l'action publique, dans la manière dont on fait des budgets verts. Il y a des éléments fiscaux qui commencent à se mettre en place et qui peuvent être intéressants, mais en fait qui sont posés surtout à certains endroits de l'action publique. Moi, ça me pose toujours une question qui est de dire quand on met à disposition un service téléphonique, n'importe quel truc ou dispositif numérique qui va permettre à des gens d'essayer d'interagir avec la machine administrative, comment est-ce qu'on s'assure le fait que ça soit opposable, que ça soit jouable, que ça soit qui joue le rôle non pas d'une transparence mais d'une confiance dans l'action publique, savoir que je vais pouvoir être opposable, savoir que je vais pouvoir changer d'avis, savoir que je pourrais questionner quelqu'un et qu'il y aura quelqu'un de l'autre côté. Je pense qu'en tout cas, côté conception de l'action publique, il y a un rôle de designer à apporter ces questions-là dans les éléments de réponse. Et je pense qu'il y a une responsabilité très claire du concepteur que de prendre ça là-dessus. Et alors du coup, ça m'amène à une petite question qui va nous permettre, sauf si Geoffrey a un mot à ajouter peut-être. Je m'inscris dans ce que dit Johan par rapport à ce rôle et cette responsabilité-là dans le domaine public, dans le domaine privé aussi, parce que la majeure partie des designers travaillent dans le domaine privé, hein, pour le capitalisme en général. Et ces questions éthiques dont parlait Frédéric, dont parlait Johan et dont je parlais aussi tout à l'heure, elles font partie des décisions et des prises de décision. C'est souvent, on met souvent sur le dos des designers que c'est à cause d'eux qu'il y a les dark patterns, que c'est à cause d'eux qu'il y a le système de surveillance avec tout ce qu'on connaît, etc., les interfaces, etc. Évidemment que c'est pas à cause d'eux, mais ça fait partie de la responsabilité et ça fait partie des ingrédients quand un designer doit faire du design, quand on lui demande de concevoir des interfaces, graphismes, peu importe ce qu'il conçoit, il va prendre en considération les questions techniques, les questions économiques, les questions conceptuelles de son projet, mais aussi les questions sociales et éthiques. Et ça, parfois, c'est mis de côté. Et dans ces questions sociales et éthiques, il y a ces questions de transparence. Est-ce que je dois ou pas mentir à mon utilisateur? Est-ce que je dois ou pas lui cacher des choses? C'est Dieter Rams, hein, dans ses grands principes du design, je ne sais plus le numéro de son principe, qui dit A good design is honest design. Un bon design doit être honnête, alors avec tout ce que ça veut dire ou pas derrière le mot honnête, mais il sous-titre cette citation en disant que lui, selon lui, le bon design, selon lui, ne doit pas mentir à son utilisateur. Donc doit être quelque part, en quelque sorte, transparent, donc dans l'usinage. Alors Dieter Rams, il fabriquait des objets, donc dans son usage, dans sa forme, et cetera, et que ce soit, ça rayonne de sincérité dans ces objets. Et donc en revenant, alors je vais pas vous parler de Papanek non plus dans le design, mais si on revient un petit peu de Papanek à Dieter Rams à d'autres designers contemporains, beaucoup plus contemporains, on a en effet plein de plein de critères qu'on met en ligne quand on fait du design et les questions de vie privée dans le design, les questions d'impact carbone et d'impact environnemental, les questions sociales, etc., les questions d'inclusion, les questions et aujourd'hui aussi toutes ces questions de transparence des informations dans le design. Et ça, ça fait partie à nouveau d'un nouvel élément qu'on va venir dans notre cerveau quand on fait du design. C'est pour ça qu'il faut se former à ça, il faut dialoguer, il faut apprendre, il faut discuter avec des gens comme Frédéric notamment, et des sociologues, des sémioticiens, des chercheurs, tout un tas de personnes pour venir rajouter on va dire des contraintes dans tout ce design que l'on forge. Voilà un petit peu par rapport à ça. Et j'invite aussi les gens qui nous écoutent, s'il y a des designers ou pas, s'il y a des gens qui bricolent, qui codent, qui font des interfaces, qui font des images, qui font tout ça, justement, à peut-être trancher en disant: «Voilà, à quel moment je m'inscris dans les questions, de démocratie pour augmenter, ce déséquilibre dont je parlais tout à l'heure, ou pour rétablir cet équilibre, entre les citoyens, et les questions démocratiques?» Et dire: «OK, là j'œuvre dans un sens, démocratique, dans un sens, social, et pas forcément dans un sens qui va servir des intérêts privés, propres, et cetera. Comme disait Frédéric tout à l'heure, en parlant de Monsanto, et cetera. Aujourd'hui, on a plein
politiques français qui partent ensuite travailler pour le privé et qui ensuite reviennent pour le public. Ça, il y en a plein. On va pas faire la liste, mais en ayant servi l'État, ils servent ensuite des entreprises et après ils reviennent travailler pour l'État. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que, évidemment, servir l'État en ayant l'entreprise en arrière-plan de son cerveau, c'est jamais bon. Et on l'a vu dans plein de cas de figure politiques, notamment dans certains scandales de la vie politique française, quoi. Et par rapport à ce que vous disiez, Geoffrey, sur le rôle du design dans la conception de différents éléments auxquels on a affaire dans le numérique ou dans la vie quotidienne, sur ce sujet de la démocratie, est-ce qu'on peut dire du coup que le design, c'est un outil de résilience, alors un outil de résilience démocratique? Alors, pareil, alors là, il est un peu tard pour commencer à définir la question de la résilience. Je vois Frédéric qui rigole, mais en effet, moi, dans mon travail, j'essaie de me poser la question de la résilience comme un ingrédient à nouveau dans mon cerveau quand je fais du design et de me dire: «Est-ce que je vais rendre plus résilient?» à savoir plus résistant aux chocs psychologiques, aux chocs environnementaux, aux chocs sociaux que vont connaître les citoyens, mais aussi les environnements. Quand on parle des humains et des non-humains, on peut en parler aussi. Et quand on fait du design, penser à cette résilience-là, pour moi, c'est un ingrédient qui va venir se rajouter. Et après, dans quel ordre on met ces ingrédients et ça, c'est comme ça que moi j'essaye de définir à mes étudiants la question éthique. C'est j'ai plein d'ingrédients, qu'est-ce que je mets tout en haut, puis qu'est-ce que je mets en second, puis qu'est-ce que je mets en troisième. Ben ça, c'est ce qui va définir mon éthique. Ça va peut-être pouvoir bouger au fur et à mesure de ma maturité, de ma réflexion, au fur et à mesure du monde qui change. Et cette question de la résilience, donc moi j'essaie de l'aborder en essayant de rendre le plus autonome possible les gens pour qui je travaille. Et donc de donner les clés de mon savoir, donner les clés de mon travail, donner les clés de mes fichiers, de mes outils, et cetera, de mes processus, pour ensuite rendre plus autonomes, plus adultes, plus grands, plus forts les gens avec qui je travaille. C'est vraiment pour moi de un outil sincère d'une façon pour moi de faire du design en m'y retrouvant quelque part, en disant que voilà, une fois que j'ai donné tout ça à une structure publique, à une association, à une ONG, bah, je vais pouvoir me libérer pour ensuite aller travailler sur d'autres projets. Je sais pas si ça répond à la question, Luther, mais j'ai essayé. C'est en tout cas une bonne piste pour la suite. Je ne sais pas si Yoann a un petit mot pour conclure, et puis ensuite, je pense qu'on va s'arrêter là. Non, je pense qu'on est sur le bon terme de fin. D'accord. Alors, apparemment, il y a encore une question sur le chat. Attendez, une petite seconde. Alors, c'est la question des vérités bonnes à dire. Hein, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire, mais surtout, est-ce qu'on est prêt à attendre ou à les entendre? Et on peut prendre cet exemple-là, c'est-à-dire l'exemple à entendre. Ok. Donc, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire en matière d'action publique? Par exemple, est-ce qu'il aurait fallu dire qu'il n'y avait pas de masque, mais que les masques étaient utiles? Ou est-ce qu'il fallait simplement dire que les masques n'étaient pas utiles? Je crois que la question des masques, c'est un peu le nuage de Tchernobyl. C'est quand on parle aujourd'hui de la Covid en France, enfin j'en parle, bon, il se trouve que je fais un cours spécifiquement sur la gestion de cette crise et j'essaie de démêler un certain nombre de pistes avec les étudiants, même d'hypothèses, disons, de travail. Mais il est évident que le discours dominant aujourd'hui du citoyen lambda, c'est ah oui, les masques, bon, on comprend bien qu'on nous oblige parfois à porter des masques dans une rue déserte et que ça n'a aucun sens. N'importe quel citoyen, sans faire d'études épidémiologiques, supérieures à cette capacité à comprendre. Mais en même temps, les gens vont une heure après s'entasser dans un train et pour pouvoir se démasquer un peu, accepter de prendre des risques par exemple en mangeant pour simplement avoir un petit espace de liberté. Donc c'est très compliqué, voilà, en matière de gestion du quotidien et de la prise de risque et du rapport bénéfice-risque dans notre vie quotidienne, c'est compliqué. Mais ce qu'on entend en France, c'est qu'on nous a dit que le masque était inutile parce qu'on n'en avait pas, et maintenant qu'on en a fait des millions, il faut les écouler. Donc c'est discours social, mais c'est intéressant quand même de l'entendre et de se demander au fond qu'est-ce que cette interprétation signifie. Quel est un fondement ou pas? Voilà, c'est-à-dire que encore une fois, la démocratie, c'est la doxa. On ne va pas demander à chaque citoyen d'être un expert en épidémiologie, en virologie, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir un regard interprétatif et prendre les discours et les paroles qui sont prononcées comme des analyseurs ou des révélateurs d'une situation, d'un état d'esprit, d'une confiance, d'une défiance, etc. C'est ce qu'on apprend à faire en sociologie. Il n'y a pas de vérité,
dans ce que l'autre renvoie, même quand on fait une enquête. Je veux dire, ce que dit l'autre, c'est simplement ce qu'il veut nous dire. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un climat de défiance quand même assez général, qui est contrecarré peut-être par la peur, c'est-à-dire qu'à force de rabâcher dans les médias qu'on est en situation d'extrême vulnérabilité, de grand danger, un certain nombre de gens finissent par y croire. Et encore une fois, il faudrait que la science puisse le démontrer, et c'est pas encore le cas. Voilà, c'est pas encore le cas. Par contre, ce qui est problématique, c'est la manière, encore une fois, dont ces informations plurielles, diverses, variées. J'ai entendu qu'on avait épargné des millions de morts, etc., par le confinement. Bon, moi, les premiers chiffres que j'ai par l'ARS Auvergne, et on a fait des études sur l'Auvergne et la Normandie, c'est qu'en fait, on a probablement pour l'instant plus de victimes du confinement que de morts de Covid pendant ces périodes, dans certaines régions où il ne se passait pas grand-chose, pour ainsi dire. Donc maintenant, la question de est-ce que toute vérité est bonne à dire? Il faut la remettre dans un contexte. Je terminerai par un dernier exemple qui me vient à l'esprit. À Tchernobyl, un jour, je rencontre une vieille femme qui refusait de faire contrôler son jardin. C'est tout ce qu'elle avait pour manger. Donc, elle était en autoproduction, comme beaucoup de gens dans les zones contaminées de Tchernobyl. Et ce pari pascalien de deux choses l'une, soit on lui dit que son jardin est propre et effectivement, ça allège d'une certaine manière son stress et elle sait qu'elle peut finir sa vie avec la certitude de manger relativement propre, même si tout ça est relatif, ou on lui dit que son jardin est contaminé, mais de toute façon, elle n'a pas de maison ou de jardin de rechange. Donc, son intérêt, c'était de ne pas savoir. Et quand j'ai travaillé avec mes collègues sur le nucléaire dans le Nord-Cotentin, on a rencontré de nombreuses personnes qui disaient « nous, on préfère pas savoir, on lit jamais la presse locale, on ne s'informe pas, des fois qu'on nous, on nous annoncerait la mauvaise nouvelle ». C'est-à-dire que pour pouvoir encore une fois, alléger le fardeau, le stress et avoir une vie supportable, une vie acceptable, ces gens se coupaient de l'information et préféraient ne pas savoir. Vous voyez ? D'accord. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais, c'est hyper intéressant. On va s'arrêter là. Je pense que, en tout cas, on aura tous au moins retenu que la question de la transparence, elle est complexe, elle est multidimensionnelle. Que ce qu'on cherche à obtenir, en tout cas en matière d'éléments qui vont garantir la démocratie à travers une qualité d'action publique, il y a de l'accès à l'info, il y a de l'accès à la donnée, il y a la capacité de la traiter, de la comprendre. Donc là, je pense que c'est ce qu'on retiendra de cette échange, parmi tant d'autres choses. Merci à vous trois, en tout cas, merci à Frédéric, merci à Johan, merci à Geoffrey, merci aussi à tous les gens qui nous ont écoutés avec attention, j'imagine. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis n'oubliez pas que les Policies Conference, c'est encore tout le reste de la semaine. Donc, je crois demain, mercredi, jeudi et vendredi, n'est-ce pas? Super. Bon, bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.